Yes. Allez, nickel. Ouais, c'est bon, on va commencer. Ok. Ah bon, par contre, mute-moi immédiatement. Ok, donc comme on a dit, donc on fait tout jusqu'au pH, à l'exception du pH. En gros, c'est toute la physico-chimie sauf le pH. Si vous avez besoin de revoir ça, il y a une formation qui a été faite il y a 3 4 ans là-dessus, qui est très bien. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et les rayonnements ionisants, ça viendra après. Donc, on va commencer par le premier QCM, c'est sur les équations aux dimensions. Donc, soit une solution de concentration molaire exprimée en mol par litre, soit une norme internationale, la dimension de cette concentration est ml-1. Alors, donc, en gros, la façon dont cette formation elle va fonctionner, c'est que je vous ai mis tous les QCM. Ok, il va y avoir toutes les QCM qui vont apparaître avec toutes les corrections des QCM. Et on va faire des petites pauses dans la résolution des QCM où je vous fais des rappels de cours. Comme ça, histoire que si c'est dans ce genre de moment que s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, vous me le demandez. Et ça nous permet de poser les bases sur ensuite comment on va répondre aux questions. Donc, les grandeurs fondamentales, dans le système international, il y en a 7. Souvent, on dit que c'est le système MLT pour masse, longueur, temps. Donc, il y a la masse, la longueur, le temps, l'intensité du courant électrique, l'intensité lumineuse, la température et la quantité de matière. Voilà. Donc, à toutes ces grandeurs physiques sont associées à un symbole que vous avez ici entre parenthèses et une unité dans le système international. Il y a plein de façons de caractériser une grandeur, mais souvent, on va déterminer une unité qui nous permet de le classifier, voilà, pour que tout le monde soit d'accord. Et à ces unités sont associés un symbole. Maintenant, pour les grandeurs dérivées. Alors, donc les grandeurs fondamentales, je ne l'ai pas mentionné, mais du coup, c'est des grandeurs qui caractérisent des constantes qu'on ne peut pas exprimer autrement que par elles-mêmes. Par exemple, la masse d'un objet, on ne peut pas l'exprimer en fonction d'autre chose. C'est une propriété intrinsèque de la chose. Ok, donc, c'est une grandeur fondamentale. Maintenant, il y a des grandeurs qui vont être dérivées et du coup, elles vont correspondre à des produits de grandeur fondamentale. Ok, donc, c'est-à-dire que ça va être l'association de plusieurs grandeurs fondamentales. Donc en gros, ça prend cette forme, la dimension de A. Donc quand on parle de la dimension d'une grandeur, on la met entre crochets. Et du coup, ça va être un produit de toutes les grandeurs fondamentales à un certain exposant. Ok? Donc là, par exemple, pour la dimension d'une force, donc ça va être entre crochets F. C'est pas entre crochets, c'est entre. Je sais pas le mot. Ok. Entre crochets F, c'est du coup masse fois longueur fois temps moins 2. Donc vous voyez que c'est masse à l'exposant 1, longueur à l'exposant 1, temps à l'exposant moins 2. Et du coup, pour les autres, bah, c'est à l'exposant 0. Et du coup, c'est pour ça qu'elles apparaissent pas. Ok, donc ça, c'est une grandeur dérivée. Donc pour retrouver la dimension d'une grandeur dérivée, parce qu'en gros, dans les QCM d'équation en dimension, le type de QCM, ça va être à chaque fois, on va vous donner une grandeur que vous ne connaissez pas. Ok, c'est une grandeur dérivée. Et vous allez devoir déterminer comment on l'exprime. Donc en fait, pour ça, vous avez deux choix. Soit vous apprenez par cœur le tableau qui est dans votre cours avec toutes les grandeurs dérivées. Vous avez un tableau après les grandeurs fondamentales qui décrit toutes les grandeurs dérivées, la formule chimique, enfin la formule physique ou chimique qui lui est associée et du coup la grandeur que ça donne. Ou alors, vous pouvez les retrouver par l'intermédiaire d'une formule physique. Moi, c'est comme ça que je vous recommande de faire. Par exemple, disons dans un QCM, on vous demande l'expression, la dimension d'une énergie. Ok, donc, vous avez la dimension de votre énergie. Vous savez que, par exemple, un type d'énergie, c'est l'énergie potentielle. Ok, donc, on va utiliser la formule de l'énergie potentielle pour retrouver la grandeur de l'énergie. Ok, donc là, vous avez entre crochets E, qui est égal, du coup, formule de l'énergie potentielle. Donc, c'est masse fois constante de gravitation fois la hauteur. Ok, donc, c'est entre crochets M, entre crochets G, entre crochets H. Et du coup, ce que vous pouvez dire, c'est que la grandeur de E, ça va être égal à la grandeur combinée de vos variables ici. Ok? Donc la grandeur de M, bah, M c'est une masse, donc la dimension de M c'est grand M. Ok? G c'est une accélération. Donc la dimension d'une accélération c'est longueur fois temps moins 2. C'est ce que j'ai noté là, hein. Voilà. Et H c'est une hauteur, c'est une longueur, donc ça va être la longueur. Et du coup, bah, ce que vous obtenez, c'est que la grandeur de l'énergie, la dimension de l'énergie, c'est masse fois longueur au carré fois temps moins 2. Ok? Et du coup, ça, je l'ai fait avec l'énergie potentielle, mais ça marche avec n'importe quelle formule pour calculer l'énergie. Ça peut être E est égal à mc carré, E est égal à 1 demi de mc carré aussi pour l'énergie cinétique, etc., etc. S'il y a des questions par rapport à ça, ou c'est clair? Non? Ok. Donc, hein. Comme ça, il est en train de tirer. Ah, ah ok. Bon, oui, c'est vrai. Donc,
Selon les normes internationales, la dimension de cette constellation est masse fois longueur moins 1. Du coup, c'est faux. Donc, en fait, ça, vous avez deux façons de raisonner. Soit vous raisonnez à partir de l'unité qu'on vous donne dans l'énoncé. Donc, vous voyez que c'est des moles par litre. Donc, vous savez que ça va être la dimension de la quantité de matière sur la dimension du volume. OK? Ouais, voilà. En fait, c'est soit vous raisonnez en disant, OK, mol, c'est l'unité de la quantité de matière, donc ça va être grand N, et litre moins 1, c'est l'unité du volume, du coup, c'est la grandeur du volume. Ou alors, bah, vous gardez en tête que la concentration, ça vous l'avez vu en biophysique au tout début, la concentration, c'est la quantité de matière sur le volume, et du coup, c'est le même raisonnement. Donc, la dimension d'une quantité de matière, c'est grand N, c'est une grandeur fondamentale. La dimension d'un volume, c'est celle de la longueur au cube. Ok, attention, le volume, c'est une grandeur dérivée. Donc, en fait, c'est longueur au cube. Ok, parce que pour calculer un volume, vous faites la longueur fois la largeur fois la hauteur. Ok, donc c'est pour ça que c'est longueur au cube. Et du coup, la dimension de la molarité, bah, c'est la quantité de matière fois le volume, enfin divisé par le volume. Donc, c'est N fois L-3. Ok? Donc là, on peut passer le reste, hein, c'est d'autres propositions. Donc n, L-1, c'est faux. OK? Donc n, c'était bon. Le problème, c'est que bah, du coup, L, c'est pas une grandeur fondamentale. Le litre, c'est pas une grandeur fondamentale, c'est une grandeur dérivée de la longueur. La quantité de matière exprimée en mol est une grandeur fondamentale. Donc du coup, ça, on l'a vu sur le tableau avant, c'est vrai. C'est une des 16 grandeurs fondamentales. Du coup, D, celle-là, c'est vrai, hein, n fois L-3. Et E, alors, la valeur numérique de cette constellation dépend de la température et varie en fonction de celle-ci. Alors, c'est considéré vrai. Petite parenthèse, je pense qu'il s'agit d'une erreur. Dans la correction qu'on a eue de cette annale en particulier, c'était noté que c'est vrai. Fondamentalement, je ne pense pas que ça l'est, parce que pour une raison simple, vous voyez que dans les grandeurs qui sont associées à la concentration, bah, il y a juste la quantité de matière et le volume. Donc ça veut dire que la température, elle ne rentre pas en jeu, c'est-à-dire que si vous changez la température, ça ne va pas changer la valeur de votre concentration. Donc là, dans cette analyse, c'était compté vrai, mais je pense que c'est une erreur de la part du professeur. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Voilà, donc pour le QCM1, c'était DE. C'est E. C'est DE. Enfin, c'est D du coup. Pardon. Ok, QCM2. Alors, à propos du système international d'unité, la dimension de l'énergie est ML2 T-2. Alors, donc c'est vrai. Donc pour raisonner là-dessus, vous pouvez faire la méthode que je vous ai. Soit vous le connaissez, vous l'avez appris, soit alors vous le faites à partir de la méthode que je vous ai expliquée plus tôt, c'est-à-dire vous partez d'une formule physique et vous pouvez trouver la dimension. Donc là, par exemple, on a pris une autre formule pour calculer E. C'est troisième loi de Newton ou deuxième, je ne sais plus. Non, c'est celle de Einstein. Einstein, vraiment rien à voir. Les zéros sur Eh, c'est bon, c'est bon. Donc c'est E est égal à mc carré, ok? Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que la dimension de E, c'est la dimension de m fois la dimension de la célérité au carré. Donc vous avez la dimension de la masse, bah, c'est la masse, c'est une grandeur fondamentale. Et la célérité, c'est une vitesse. Donc la vitesse, par contre, c'est une grandeur dérivée. Vous le savez, parce que v, c'est égal à d sur t, donc la distance sur le temps. Donc ça va être longueur fois temps moins 1, ou longueur divisée par temps. Il n'y a pas de problème, c'est bon, tout le monde comprend que fois t moins 1, ça revient à diviser par t. Les puissances, ça va pour tout le monde. Sinon, on Ouais. fait un rappel, il n'y a pas de souci. C'est bon? Sûr? Donc, c'est L fois t moins 1, le tout au carré. Et du coup, ça va nous donner M, L fois 2, enfin L1 fois 2, donc L2, et t moins 1 fois 2, donc t moins 2. Du coup, c'est bien vrai. L'intensité lumineuse en unité le candela fait partie des 8 grandeurs fondamentales du système international. Bon. Tu vas les faire interactif un peu? Oui, si je peux. Qui a dit vrai? Tu penses que c'est vrai, lève la main. Qui pense que c'est faux, lève la main. Oula, pourquoi on mettait faux? Ah, ça, c'est un piège du hein. Donc, 7 grandeurs fondamentales dans le système international, il n'y en a pas 8. Alors, item C, la dimension de la force est donnée par l'équation de dimension suivante. Entre crochets F est égal ml2 t-1. Alors, bah, on peut faire de la même façon que précédemment, soit vous le connaissez directement, soit vous cherchez une formule qui est associée à la force pour trouver la dimension. Est-ce que vous avez une idée de formule dans laquelle il y a la force qui apparaît? Formule physique. Ouais, ouais, c'est ça. Donc ça c'est. Par contre, ça c'est la loi de Newton, c'est la deuxième. C'est la somme des forces qui est égale à la masse de l'objet fois son accélération. Ok? Donc on va raisonner de la même façon. Donc F est égal masse fois accélération. Donc ça va être la dimension de la masse fois la dimension de l'accélération. La masse, c'est bah, pareil, c'est la masse en grandeur fondamentale. L'accélération, par contre, ça vous pouvez vous le retenir si c'est pas clair pour vous, c'est une vitesse divisée par un temps.
OK? Donc là où la vitesse, ça va être L fois t moins 1, l'accélération, ça va être L fois t moins 2. OK? C'est divisé par le temps. Et du coup, ça donne mLt moins 2. Voilà. Vraiment, en vrai, retenez bien que force, c'est une masse pour l'accélération. En vrai, ça se tombe très souvent qu'il y ait une force dans un Mm. examen. Ouais, ouais. Donc, au moins, si vous n'arrivez pas à retenir la force comme ça, retenez au moins que la force, c'est masse pour accélération. Et après, vous ne vous trompez pas, hein. Alors, item D, l'unité de la température, le degré Celsius. Bon, qui a dit vrai? Vous avez mis tous faux? Qui a mis faux, lève la main? Pourquoi? Ah ouais. Ok, ok, ils sont chauds, ils sont chauds. Parce que là, dans l'énoncé, on vous parle du système international. Bon, item E, la fréquence d'une onde électromagnétique peut s'exprimer en hertz. Là, je suis curieux. Qui a dit vrai? Qui a mis faux? Qui a mis faux? Ouais, pourquoi t'as mis faux? Alors, je suis un peu d'accord. Ton raisonnement est vrai. Le problème, c'est que ben, dans l'énoncé, on vous dit que ça peut s'exprimer en hertz. Donc, fondamentalement, ça reste vrai. En gros, c'est pas dit explicitement que c'est dans le système international. Ouais, mais comme Non, on te dit que ça peut l'être, non. Mais dans ce cas-là, non, moi je te parle vraiment dans l'item. Dans l'item, ils ne te disent pas s'exprime dans le système international. Là, c'est peut s'exprimer. C'est ça la nuance. Fais gaffe à ça. Après, j'avoue que c'est très piégeux ouais, et c'est pas là où est-ce qu'ils vont chercher la petite bête. Souvent, ils vont vraiment être explicites en te disant dans le système international. ouais, voilà. Pour le coup, là, c'est le peu qui t'indique que c'est ça. Donc voilà, les hertz, si jamais, la fréquence, c'est 1 sur temps. Donc ça va être temps moins 1, la grandeur. Et du coup, bah, l'unité, ça va être des secondes moins 1, ou un hertz. Voilà. Donc QCM2, c'était... quelqu'un la récap? AE, merci. Ok, des questions sur les grandeurs, enfin les équations aux dimensions. Vous voyez que globalement, dès que vous avez compris un peu comment ça fonctionne, ça va tout seul, hein. Faut juste, soit vous choisissez, soit vous apprenez les grandeurs dérivées, les dimensions des grandeurs dérivées, ou alors vous apprenez des formules. Si vous avez un petit bagage de physique-chimie, ça peut aider. Puis même sinon, voilà, vous essayez de raisonner logiquement. Alors, maintenant les solutions. Donc QCM3, le carbonate de lithium Li2CO3 avec une masse molaire qui est égale à 74 grammes par mol est un médicament régulateur de l'humeur utilisé dans les troubles bipolaires. Préparer une solution X de 20 milliequivalents par litre de lithium. En considérant que le carbonate de lithium est totalement dissocié en solution, on peut dire que, item A, la solution X a une concentration molaire en Li2, ouais, Li2CO3 de 20 millimoles par litre. Donc, de quoi? Du carbonate de lithium. Alors, je suis curieux, qui a fait le QCM? Ouais, donc il y a pas mal de gens. Et qui a répondu, qui a préparé le sujet en avance? Ouais, il y en a certains quand même qui ont un peu buté sur la question. Maintenant, là, il y a les explications de cours. Oui, bien sûr. Donc, là, sur les deux diapos qu'il va avoir, vous allez avoir le résumé de toutes les formules qu'il y a à connaître en fait sur le chapitre des solutions. Donc, une constellation, déjà, il faut comprendre ce que ça représente. Une constellation, c'est juste la façon dont on va quantifier euh, la présence d'un corps dans une solution. Ok, donc, ça va être soit on va quantifier sa masse dans la solution, ou alors on va quantifier sa quantité de matière dans la solution. Donc, la concentration pondérale, on peut dire aussi concentration en masse, bah, du coup, ça va être la masse du soluté divisée par le volume de la solution. Ok? Du coup, ça va s'exprimer en grammes par litre, en kilogrammes par litre, kilogrammes par mètre cube, etc., etc. Donc, M soluté, masse du soluté, V solution, volume de solution. La molarité, ou concentration en quantité de matière, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'exprimer en masse du soluté, vous allez exprimer en quantité de matière du soluté. Donc, ça va être N soluté sur V solution. Donc, N soluté, c'est la quantité de matière en soluté. Une formule que vous devez connaître, c'est celle qui est juste en dessous, c'est que n soluté, c'est égal à petit m soluté sur grand m soluté. Ok? Donc la quantité de matière du soluté, c'est égal à sa masse, la masse de l'échantillon du soluté que vous avez, divisé par sa masse molaire. Ok? En grammes par mol. Voilà. Donc c'est petit m sur grand m. On peut le retenir comme ça. Et du coup, bah, on peut l'intégrer dans cette formule. On remplace le n soluté par petit m sur grand m. Et du coup, ça nous donne que la molarité, c'est égal à masse du soluté divisé par masse molaire du soluté fois volume de la solution. OK? C'est bon pour tout le monde? Et la molalité, alors ça, on va y revenir. Il y a des QCM après qui posent là-dessus. La molalité, c'est important que vous ayez la différence. Et Donc, c'est pas une erreur, c'est juste que c'est pas correct comment tu l'as écrit. bon, c'est bon, hein, ça marche, hein, normalement. Je sais que tu peux le faire en kilogrammes. Mais en physique, c'est pas correct. Si, si, c'est correct. Bien Bah, sûr. si t'as plein de solutés, c'est pas correct. Non, mais justement, si. Peu importe. Donc, la molalité,
C'est en fait la même chose, à l'exception que... Ah si, je crois que j'ai vu le problème. Le problème, c'est qu'en fait, tu as fait l'explication en bas, alors qu'en fait, ça, c'est pas exactement ça. Non, c'est pas ça. Non, mais Non. Bon, c'est pas grave. Donc la molarité, en fait, c'est là où la molarité, vous faites la quantité de matière divisée par le volume de la solution. La molalité, vous allez faire la quantité de matière divisée par le volume du solvant. Et là, il y a ces deux choses qui sont différentes. Parce qu'en fait, dans votre solution, quand vous calculez le volume de la solution, en réalité, vous faites le calcul, vous calculez en fait le volume du solvant, donc par exemple de l'eau, et si vous avez du sel dans la solution, vous allez additionner au volume de la solution le volume qui est occupé dans votre récipient par du sel. Ok, c'est ce qu'on appelle le covolume d'une particule. Ok? Donc en fait, généralement, quand vous allez avoir des concentrations qui sont peu concentrées, enfin des solutions où il n'y a pas beaucoup de soluté, en fait, le volume du solvant et le volume de la solution, on va approximer que c'est la même chose. Parce que si vous avez, je ne sais pas, du sel qui occupe 2 nanolitres de votre récipient, contre le 1 litre d'eau que vous allez avoir dans votre récipient, ça, on ne va pas faire la différence au niveau du calcul. OK? Mais par contre, quand vous avez une particule qui est grosse et on dit qu'elle a un covolume non négligeable, mais en fait, ça veut dire que le volume qu'elle va occuper en solution, on ne peut pas le négliger et il va être suffisamment important pour faire varier le volume de la solution. Donc, dans ce calcul, vous remplacez V solution par V solvant. OK? Et du coup, V solvant, c'est le volume de la solution moins le volume occupé par le soluté, donc ce qu'on appelle le covolume. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça ou pas? Est-ce que quelqu'un veut que je réexplique ou pas? schématiquement, ça donne ça. C'est-à-dire que vous allez avoir une solution où est-ce que vous avez votre solvant, donc par exemple de l'eau, je dis n'importe quoi, et derrière, vous avez votre soluté. Donc là, c'est le carbonate de lithium. Le carbonate de lithium, on va dire qu'il est en blanc. Ben là, du coup, là, j'ai fait des grosses molécules et vous voyez que ça prend quand même pas mal de place, on est bien d'accord. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire que le carbonate de lithium, il est négligeable en termes de volume. Il prend beaucoup de place quand même par rapport au solvant. Dans ce cas-là, du coup, on va utiliser la molalité parce qu'il y a une grosse différence. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? Ok. Donc, s'il faut retenir, c'est que c'est vraiment le volume du solvant. Après, en QCM, parfois la molarité, on vous l'exprime en masse de solvant, mais globalement, c'est la même chose. Ok. Vraiment, le plus important, c'est ce qu'il y a au dénominateur. Ensuite, alors, les parties un petit peu compliquées, nos coefficients de dissociation. Le coefficient de dissociation, c'est tout simple. Quand vous allez avoir un soluté qui va se dissoudre en solution, ok, en réalité, il va y avoir qu'une partie de ce soluté qui va se dissoudre, ok, enfin, qui va se dissocier. Donc, vous allez avoir par exemple 50% de NaCl qui va rester sous la forme de NaCl et 50% de NaCl qui va se transformer en Na+, plus Cl-. Ok. Et le coefficient de dissociation, il caractérise ça. Ok. Donc, c'est la fraction de particules qui est dissociée dans un soluté. Ok. Donc, si par exemple vous avez du NaCl, vous avez 60% de NaCl qui n'est pas dissocié, le coefficient de dissociation, c'est combien? Si vous avez 60% qui n'est pas dissocié, 0,4, 40%. OK? Euh, Quelque chose à noter, c'est que du coup, forcément, ça varie en fonction de l'espèce chimique, ça varie en fonction de la température et aussi de la concentration de votre solution, enfin, de votre soluté en solution. OK? Donc, à partir de alpha, alpha tout seul, il nous donne voilà, une grandeur, mais en calcul, on ne va pas l'utiliser. La façon dont on va l'utiliser, c'est à travers le coefficient d'ionisation. Donc ça, c'est une formule qu'il faut absolument connaître. Vous êtes sûr que ça va tomber. C'est I est égal à 1 plus alpha facteur de P-1. OK? Donc I, coefficient d'ionisation. Alpha, on l'a déterminé, c'est le coefficient de dissociation. Et P, P c'est dans cette formule, OK, vous me notez bien, dans cette formule, c'est le nombre total de particules qui sont dissociées. OK? Par exemple, mon chlorure de sodium, NaCl, il va se transformer en Na+, plus Cl-. Il y a combien de particules au total qui sont dissociées, qui ont été formées? Deux. Ok, il y a eu un Na+, et un Cl-. OK? Donc retenez bien, c'est le nombre total. Donc ce coefficient d'ionisation, il va nous permettre de caractériser ce qu'on appelle l'osmolarité et l'osmolalité. OK? Donc là, l'expression est un peu différente. On va plus parler de mol par litre, on va parler d'osmol par litre. D'accord? Et du coup, le calcul n'est pas nécessairement compliqué. L'osmolarité, ça va être I fois la molarité. Et l'osmolalité, ça va être I fois la molalité. OK? La formule le plus importante à connaître, du coup, c'est celle-là. Et enfin, la dernière petite expression rigolote de concentration, et après on aura fini, c'est la concentration équivalente en ion. Donc on la note CEC. Donc elle s'exprime en équivalent par litre. Et la formule, donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est la concentration équivalente en ion. On va l'exprimer pour un ion.
Ok, on va faire la concentration équivalente en Na+, la concentration équivalente en SO4 Ok, vous ne faites pas une concentration équivalente d'un soluté. Quand vous ne faites pas la concentration équivalente de NaCl. Ok? Donc, pour un soluté A, la concentration équivalente, ça va être la molarité du soluté en entier, du sel. Ok, donc là, ça va être par exemple le sel AB. Ok, fois PA, on va revenir après sur P, et ZA, fois ZA. Donc, molarité de AB, c'est bon, tout le monde est OK. ZA, ça va être la charge de votre ion. OK, là, juste une petite parenthèse. Donc, la charge de votre ion, ça va être sa valence. OK, donc par exemple, si c'est Cl-, ça va être. Plutôt, si c'est Na+, ça va être 1. OK, si c'est Ca2+, ça va être 2. Dans ce calcul, comme les concentrations physiquement, c'est positif, toujours, ça va être la charge en valeur absolue. Ok, donc, dans ce calcul, si vous avez par exemple à calculer la concentration équivalente non, chlore, parce que chlorure c'est en sel, du chlore, bah, c'est Cl-, mais du coup, la charge Z du Cl, ça va être juste 1. Ok, ça va pas être -1. D'accord? Donc c'est en valeur absolue. Juste vous retenez ça. Et P, du coup, c'est là où je faisais où j'ai insisté. Vous pouvez penser que les deux P là, c'est les mêmes, mais du coup, c'est pas le même. Parce que dans le calcul de la concentration équivalente, P, ça va être le nombre de particules A formées lors de la dissociation du sel. OK? Donc, si on repart sur NaCl, OK? Donc, si je fais le calcul du coefficient d'ionisation, on avait dit P est égal à combien? 2. Parce que du coup, il y a un Na+, un Cl-. Maintenant, si je veux calculer la concentration équivalente en ion, comme ça va être le nombre de particules, par exemple, concentration équivalente en sodium, ok? P, il va valoir combien? 1. Ok? Parce que du coup, il n'y a qu'un seul Na+, qui est formé. C'est clair ou pas? Ça, c'est super important. Ouais. Ok. Là où ici, tu calculais, en fait, ton P, c'était égal à la somme, en fait, toutes les particules qui sont formées lors de la dissociation de ton sel. Là, ça va juste être le nombre de particules du sel, enfin de l'ion dont tu cherches la concentration équivalente. OK? Donc pour Na+, pour NaCl, ça donne 1 Na+, plus 1 Cl-. Tu cherches la concentration équivalente en Na+, ça va être P, ça va être égal à 1, parce que du coup, il n'y a que 1 Na+, qui est formé. OK? C'est bon pour tout le monde, ça ou pas? Si jamais vous voulez vous rappeler bah, que la concentration équivalente en ion, globalement, vous prenez tout ce qui est relatif à l'ion à lui-même, et du coup, bah, P, ça va être le nombre de particules de cet ion. Que ça va pas être le nombre de particules au total qui est formé. Je pense que ça, c'est le meilleur exemple. Ouais. Na2SO4. Mhm. Na2SO4, c'est du savon. On va faire très simple. Comment ça se divise? Ça fait deux molécules de Na quand ça se dissocie. Ça fait deux molécules de Na+, plus une molécule de SO4 de moins. Je sais pas si vous arrivez à lire. Bon, bref, suivez ma voix, au pire, c'est pas grave. Donc là, en termes de particules, sur la formule de gauche, on a combien de particules? Le P, il vaut combien? 3. Par contre, si je veux faire la concentration équivalente du Na+, le P, il vaut combien dans ce cas-là? On est bien d'accord? Ça va mieux? C'est bon? Ouais. Ça, c'est de la chimie, mais Alors ça, c'est juste... simple. Le prof te le dit, le prof te le dit. En fait, à force que tu fais des QCM, tu vas tomber généralement sur les mêmes sels. Et en fait, globalement, quand tu vas savoir, par exemple, tu vas avoir un Na dans un sel, bah, tu sais que la dissociation de ton Na, ça va être un Na+. Peu importe ce que c'est. Un K, un potassium, ça va être pareil, ça va être un K+. Tu vois? Et en fait, au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que, bah, il y a des ions qui ne vont pas bouger. Par exemple, KMNO4, le permanganate de potassium, ok, bah, en fait, tu sais que tu vas avoir K+. Et après, MNO4, bah ça, c'est MNO4-. Tu vois, ça se dissocie pas. Ça reste l'ion, c'est MNO4-. Mais c'est juste à force que tu fais des QCM, tu vas voir que généralement, c'est à peu près tous les mêmes types de solutés qui tombent. Donc, au final, les ions qui sont associés, tu vas les connaître. Voilà. Et si tu veux l'explication chimique, c'est cette molécule. Voilà, parce que SO4, le entre guillemets, c'est une molécule qui est souvent utilisée dans le corps. Et du coup, tu as juste à relier des Na là où tu peux, mais c'est de la chimie. Du coup, tu as ce couple-là et là. Ouais, Ça c'est fait ça. 3 particules. Mais c'est la chimie en vrai, on passe. T'inquiète. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas pour les formules de solution? OK? Alors, nickel. Donc, vous allez voir que vraiment, généralement, les QCM pour les calculs de solution, c'est vraiment toujours les mêmes. Ouais. Tac. OK. Donc, cet item, il était faux.
Alors, bon, j'ai dit qu'ils étaient généralement tous les mêmes. Là, j'avoue que cette annale, elle est un peu particulière. Moi, j'avais jamais vu de QCM où il vous demandait de trouver la concentration molaire à partir de la concentration équivalente. À partir de la concentration équivalente. Mais vous allez voir que globalement, si vous connaissez les formules, c'est pas compliqué. Donc, en fait, on vous donne la concentration équivalente, OK? Et on vous donne la masse molaire, bon, et on vous donne surtout la particule qui nous intéresse, on vous dit c'est Li+. Donc, ce que vous faites, bah, c'est, on vous demande la concentration molaire. Donc, vous voulez la concentration molaire, vous avez la concentration équivalente. Ça tombe bien, vous avez dans votre cours la formule qui relie les deux. Bah, en fait, c'est la formule pour calculer la concentration équivalente. Donc, la concentration équivalente, on l'avait dit, c'était la molarité fois P fois Z. OK? Donc ça, c'est bon pour tout le monde, cette formule-là. C'est juste celle qu'il y avait juste avant, mais appliquée pour le sel, du coup. Donc vous voyez que là, on fait la concentration équivalente du Li+. Donc ça va être P de Li+, et Z de Li+. OK? Donc comme nous comme ce qui nous intéresse, c'est Cm, et du coup, on va bouger l'expression pour faire en sorte que ça soit Cm qui s'exprime en fonction du reste. OK? Donc en fait, ce que vous faites, c'est juste vous décaler P et Z de l'autre côté de l'équation, donc vous divisez. OK? Donc au final, ça vous donne la molarité qui est égale à la concentration équivalente divisée par P fois Z. OK? C'est bon pour tout le monde? Ouais. Donc maintenant, bah, vous avez la concentration équivalente, il vous faut trouver P et Z. Donc ça, bah, c'est pas compliqué, il vous faut juste la dissociation de votre sel. Li2SO3, bah, du coup, ça se dissocie en 2Li+, plus CO3 de moins. OK? Là, pour revenir à toi qui te demandais comment on faisait pour trouver les formes ioniques, là, pour le coup, tu vois, on te dit clairement que Li, c'est Li+. Donc en fait, tu sais que tu vas avoir 2 Li+, parce qu'ici, tu en as 2, et du coup, forcément, tu détermines que le reste, c'est ça. En fait, il va juste te dire ce qu'on cherche. Donc, je parle du principe qu'il n'y a que ça qui va se diviser, le reste, ça va rester Ouais. pareil. Mais par contre, tu équilibres en termes de charge. Tu sais que c'est un Li+, mais vu que tu vas perdre 2 Li+, ça veut dire que tu auras perdu, enfin, tu auras perdu, entre guillemets, 2 charges positives. Donc, lui, il faut qu'il ait 2 charges négatives. Tu vois? Hop. Donc, Li2 SCO3, ça donne 2 Li+, plus CO3 de moins. Donc, dans la formule, là, bon, j'essaie de le barrer, mais bon, c'est pas très malin. Dans la formule du Li2CO3, enfin de la concentration équivalente, P là, il vaut combien? Qui dit 1? Qui dit 2? Qui dit 3? Ok, c'est 2, c'est 3. C'est quoi la formule? C'est 2, ok, parce que là, on est sur la concentration équivalente. Et donc, comme on est dans la concentration équivalente, tu t'intéresses au nombre de particules de Li+, qui est formé. Donc, ça sera 2. D'accord? C'est pas 3. Donc, PLI+, c'est 2. La valence, bah, du coup, c'est juste la charge. Là, c'est 1, donc c'est pas compliqué. Donc, en fait, maintenant, vous avez juste à appliquer votre formule. Et du coup, vous avez que la molarité, c'est égal à la concentration équivalente 20 divisé par 2P et Z1. Donc, ça fait 20 divisé par 2, ça fait 10 millimoles par litre. OK? Donc, l'item est faux. C'est bon pour le raisonnement ou pas? Allez. La solution X a une concentration molaire en Li2CO3 de 10 millimoles par litre, bah, du coup, c'est vrai, on l'a montré juste avant. 1 litre de la solution X contient 14,8 grammes de Li2SCO3. Alors, là, pour raisonner, en fait, il faut, à chaque fois quand vous avez un QCM comme ça de biophysique, il faut que vous regardiez ce qu'on vous demande et les informations que vous avez et comment vous pouvez arranger les informations que vous avez pour trouver la réponse manquante. Donc là, on vous demande une masse. Ok. On vous donne un volume, vous venez de calculer la concentration molaire et on vous donne aussi la masse molaire, on ne l'a pas encore utilisée. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on va les arranger? Sur quelle formule on va se baser pour trouver ça? On fait étape par étape. Comment on fait pour trouver la masse déjà? Vas-y. Pour la masse, on a la masse molaire et. Ah, non, en fait, Si. La formule de base pour trouver la masse, Ouais. à partir de la masse molaire. ça fait la masse c'est égal à n sur grand n. N fois grand n. M fois N. OK, petit n, la quantité de matière. OK? C'est bon pour tout le monde ça? C'est juste la formule que je vous ai montrée tout à l'heure. Petit n est égal petit m sur grand M. Du coup, vous pouvez l'inverser. Si vous cherchez M, petit m, bah, ça va faire petit n fois grand M. OK? Ok. Maintenant, N. Enfin, lui, on l'a. Non, lui, on cherche, pardon. Lui, on l'a. Est-ce que lui, on l'a? Mais est-ce qu'il y a moyen de l'avoir? Comment? Voilà. Concentration. Du coup, tu sais quoi la formule? La concentration, c'est N sur V. N sur V, pardon, excuse-moi. Ok. Donc, concentration, je le marque. Concentration, c'est N sur V. On a Du le coup, volume de la concentration.
passe le volume à côté de C. Mhm. Du coup, du coup, ça fait C fois V et puis on a N. Du coup, on a. Vous êtes d'accord? C'est bon pour tout le monde là ou pas? Qui a pas compris? C'est bon pour tout le monde? Sûr? Top. Est-ce que Donc maintenant voilà. on a toutes les valeurs? Est-ce qu'on peut les remplacer ou pas? La concentration, elle est de combien? 10. Donc 10, le volume 1 et la masse molaire 74 grammes par mol. Il faut convertir les. Ok. Maintenant, ça, c'est les valeurs. Sauf que là, on est en quoi comme unité? Millimol. Du coup, ça donne combien? 10 puissance moins 3. Enfin, 10 fois 10 puissance moins 3. 10 fois 10 puissance moins 3, ça donne combien? Levez la main parce que j'entends plein de. 10 puissance moins 2. Ok. Donc, 10 puissance moins 2. Bon, le 1, on s'en fout. C'est 1. 10 puissance moins 2 fois 74, est-ce que ça va donner ça? Non, ça va donner combien? Oui, je l'ai entendu. 0,74. Et Quoi, l'unité? patate, carotte. Ah, mais c'est la question d'après. C'est ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde les raisonnements ou pas? Ouais. Vous avez vu, en fait, c'est juste une combinaison de formules. Vous avez petit m est égal à grand M fois N. OK? N, c'est la molarité fois le volume. Là, vous avez grand M fois Cm fois V. Et après, il suffit de faire le calcul. Vous voyez que là, j'ai jarté le volume parce que, comme il a dit, c'est fois 1, donc fois 1, on s'en fout. Et juste, vous faites gaffe parce que la concentration molaire, il faut qu'elle soit en mol par litre. C'est ça. Parce que du coup, vous avez un volume en. Non, pardon. Non, il faut que ça soit. Oui, non, il faut que ça soit. Oui, c'est ça, il faut que ça soit en mol par litre. Et du coup, vous transformez les millimoles par litre en mol par litre. C'est ça. Parce que vous avez des grammes par mol. Alors, on mettait les grammes par mol par millimol, mais c'est trop chiant à faire de test. Ouais, t'as une question. Vas-y. Je n'ai pas compris pourquoi c'est 10 moins 2. Je suis allé trop vite, je sais. La concentration, on a dit qu'on avait combien? 10 millimoles par litre. 10 millimoles par litre. Sauf que nous, ça, c'est en quoi le 74? Grammes par mol. Grammes par mol. Donc 74 G par mol. On est d'accord qu'on ne peut pas combiner ces deux valeurs. Oui. Donc lui, c'est beaucoup plus simple de faire passer les millimoles en mol, on est d'accord, Oui. plutôt que des divisés par mol. 10 millimoles, ça donne combien en mol? 10 moins 3. Non, 10 fois 10 moins 3. 10 fois 10 moins 3. Et 10 fois 10 moins 3, si je simplifie en puissance de 10, ça donne combien? C'est bon? Top. Vraiment, arrêtez-nous si on allait trop vite. C'est le plus important. On veut que vous ayez compris. Ouais. Volume, c'est 10. On te le donne On là. te dit 1 litre de la solution. Donc nous, on veut savoir pour 1 litre. Si ça avait été 2 litres, tu prends 2 litres. Voilà. Vraiment, moi, le conseil que je vous donne, c'est de surligner toutes les valeurs qu'on vous donne dans Ouais. l'énoncé. Quand vous Peut-être commencez qu'on l'a, c'est pas un, pour mieux. quand vous commencez un QCM de biophysique, moi, à chaque fois, je me notais toutes les formules, toutes les grandeurs qu'on me donnait, et à chaque fois que j'en trouvais une dans un résultat, je la ajoutais en haut de ma page de brouillon. Et comme ça, après, bah, quand je fais un calcul, j'ai juste à retrouver là-dedans. Alors, item D, bon, du coup, ça va être vrai. Et item E, on prescrit à un patient une dose de 1 milliéquivalent par litre. S'il utilise la solution X, le patient devra donc boire 0,5 ml de cette solution pour respecter la prescription. Alors, là, pareil, vous raisonnez sur les grandeurs qu'on vous demande et les grandeurs que vous avez. On vous donne une dose, ok, donc c'est en quantité de matière. Alors, c'est une quantité de matière particulière parce que c'est une quantité de matière en équivalent, ok. Donc, c'est juste des milli-équivalents. Donc, c'est comme si on vous donnait des millimoles, mais c'est des millimoles d'équivalence. Euh, et vous cherchez un volume. Donc, comment je fais pour passer de ça, des milli-équivalents, à un volume? Qu'est-ce qu'il faut que j'utilise comme grandeur? Ouais, Ouais. exactement. Exactement. Donc, hop, c'est ce que vous avez là. La concentration équivalente, c'est la quantité de matière équivalente sur le volume. OK? Donc, vous cherchez. Oui, vous cherchez le volume. Hein.
vous avez la quantité de matière équivalente, vous cherchez le volume. Donc ça va faire le volume qui est égal à la quantité de matière équivalente divisé par la concentration équivalente. La concentration équivalente, vous l'aviez dès le départ, hein. Donc ça vous fait 1 milli-équivalent sur 20 milli-équivalent par litre. Ça vous donne le résultat en litres, attention, parce que du coup, vous avez une concentration ici qui est en milli-équivalent par litre. Donc ça vous donne 0,05 litres. Et ça, c'est égal à 50 millilitres. OK? C'est bon pour tout le monde niveau calcul ou pas? Bon, après, je vous rassure, franchement, c'est la première fois que je tombe sur un QCM qui associe des valeurs comme ça. Généralement, les QCM vraiment qui tombent, c'est en gros, on vous donne deux espèces chimiques, on vous donne une espèce chimique, elle se dissocie en partie, donc elle a un alpha, et l'autre, elle se dissocie pas. Et en gros, on vous demande de calculer les molarités des deux, après on vous demande de calculer l'osmolarité, et après on vous demande de calculer l'osmolarité totale de la solution. Mais voilà, c'est un exercice qui est pertinent quand même. Il est pertinent parce qu'au moins, vous revoyez toutes les formules. Mais regardez, c'est une session 2, c'était pour les rattrapages en fait. C'était juste parce que bah, du coup, il n'y avait plus les cours et les gens ne devaient réviser qu'avec les diapos, entre guillemets. Il n'y avait plus les profs pour les aider. Donc, du coup, là, ils sortent toutes les formules. Mais apprenez-les quand même parce que vous n'êtes pas à l'abri que ça tombe le jour d'examen. Ouais. Même en session 1. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas ce QCM? C'est clair? Pas de questions? C'est bon? Ouais? Le 1? C'est dans l'énoncé. On te dit que la dose, c'est 1 milli-équivalent. Donc là, ta quantité de matière en équivalent, bah, c'est 1. Voilà. Et du coup, c'est 1 milli-équivalent. Et tu n'as pas à faire de conversion parce que là, tu as la concentration en milli-équivalent par litre. OK? C'est bon pour tout le monde? Ouais. Il y a une question? C'est dingue. Je crois que j'ai compris. Explique-moi ça alors. Et non. Non, en vrai, c'est quoi exactement là où tu as un doute? V est égal à N sur X est égal à 1 sur 20. Parce que du coup, ta quantité de matière équivalente, c'est 1 milli-équivalent, ça. Et ta concentration équivalente, c'est 20 milli-équivalent par litre. N. On prescrit à un patient une dose de 1 milli-équivalent. Si on te met pas le volume, ça veut dire qu'on parle de quantité de matière. Ouais. Enfin, dans ce cas-là, c'est pas une quantité de matière, c'est une quantité d'équivalent. Ok. Tu vois? Ouais, c'est Donc- ça. Des milli-équivalents, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est associé à des moles d'équivalent. Donc, c'est une quantité de matière, c'est pas une masse. Donc, vous surlignez les chiffres et les unités. Et c'est bon? Ouais, de Top. fou. Alors, allez, QCM 4. Donc, soit un flacon d'un litre d'une solution expérimentale composée de 5 grammes d'un antidiabétique non dissocié, M est égal à 50 grammes par mol, et de 1,42 grammes de Na2SO4. Grand M est égal à 142 grammes par mol, alpha est égal à 0,9. Dans cette solution, la molarité de l'antidiabétique est de 0,02 mol par litre. Donc ça, c'est le QCM classique, standard, typique. Donc molarité de l'antidiabétique, ça, classique, on vous donne la masse de l'échantillon, la masse molaire et le volume. Vous associez tout ça, vous me calculez la molarité. Donc, Cm est égal petit m sur V. Petit n, c'est égal à petit m sur grand M. Donc, quand vous l'associez, ça fait petit m sur grand M fois V. Et du coup, bah là, vous avez toutes vos grandeurs. Vous voulez vérifier juste que toutes les unités soient bonnes. Donc, vous avez 5 grammes, 50 grammes par mol et 1 litre. Donc, vous allez avoir un résultat en mol par litre. OK? Donc, ça fait 5 divisé par 50 fois 1. Du coup, ça vous fait 5 divisé par 50. Et 5 divisé par 50, bah, ça fait 0,1. Et du coup, c'est des mols par litre. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est la base de concentration. Ouais. Ça va? Regarde. Est-ce que tu as fait physique chimie au lycée ou pas du tout? Tu te souviens de la formule de la concentration? Concentration molaire. Quantité de matière sur volume, ça ne dit rien. Ok. Quand tu veux calculer une molarité, on appelle ça en passe, c'est une concentration molaire, normalement, on appelle ça au lycée pour physique chimie, qui savait. Bref. Comment on la calcule? C'est la quantité de matière sur le volume. Ça, par cœur. Tu es obligé de l'apprendre. La quantité de matière, tout à l'heure, on a dit que ça faisait quoi comme formule? C'était la masse sur la masse molaire. Ça aussi par cœur. Il faut que tu apprennes ces formules. Je ne peux pas t'aider autrement, c'est vraiment la base. À partir de ça, tu pourras tout trouver, ne t'inquiète pas. Donc, tu sais que N, ça vaut la masse sur la masse molaire. La quantité de matière, tu l'as pas. Donc, ça, tu les as. Donc, tu vas les utiliser. Donc, ça revient à dire que tu fais ta masse divisée par ta masse molaire fois le volume. Ça va? Sûr? OK. Donc, la masse, on te la donne, on t'a dit que c'était 5 grammes.
La masse molaire, on t'a dit que c'était 50 grammes par mol. Et ton volume, on t'a dit que c'était 1 litre. Donc, du coup, tu as juste à remanier la formule, enfin, tu as juste à remplacer les valeurs pour faire en sorte de trouver le calcul. Donc, ça veut dire que tu as mis tes 5 grammes là, tu as mis tes 50 mol par litre et ton 1 litre. Bon, le 1 litre, on s'en fout, c'est 1. Donc, ça fait 5 divisé par 50. 5 divisé par 50, ça revient à faire 1 sur 10, d'accord avec moi. Et 1 sur 10, ça fait 0,1, d'accord. Donc, ta concentration, elle est de 0,1 mol par litre. Ça va? C'est bon? Ouais. On fait le calcul, mais en soi, enfin, dans le 1 litre, on a aussi le Na2SO4, enfin SO4. Enfin, du Ouais, coup, sauf la que là, on te formule parle. aussi. Ouais, mais là, on te parle du flocon. Là, on te dit que le flacon, c'est 1 litre de la solution. Donc, c'est le volume de la solution. Et dans ton calcul de la concentration molaire, tu prends le volume de la solution. Donc, tu ne te préoccupes pas de c'est la solution, le volume du solvant, le volume de l'antidiabatique, tu t'en fiches. OK? Voilà. C'est bon? Alors, la molarité du Na2SO4 est de 0,1 mol par litre. Bon, qui peut me dire quelle formule on va utiliser? La même chose, donc ça va être. Ça donne combien? 0,01, ouais, c'est ça. Donc c'est pareil, c'est concentration molaire est égale petit n sur grand V. Petit n, on a dit, c'est petit m sur grand M. Donc au final, la concentration molaire, c'est petit m sur grand M fois V. Hop, c'est ce que vous avez là. Là, je n'ai juste pas noté parce que c'est la même formule que tout à l'heure. Donc c'est petit m 1,42 g divisé par la masse molaire 142 fois le volume 1. Du coup, ça fait 1,42 divisé par 142. Ça revient à faire 1 sur 100. Donc c'est égal à 0,01 mol par litre. OK? C'est Ça bon? va? Vous voyez, molarité, c'est bête et méchant, hein. Généralement, en plus, c'est ça, on vous donne gramme, on vous donne la masse molaire et le volume, et vous calculez la molarité. Ça devient automatique au bout d'un moment. Alors, concentration équivalente en Na+, est égale à 0,012 équivalent par litre. Quelqu'un peut me rappeler comment on calcule la concentration équivalente en Na+? Ouais, Cm fois P fois Z. P de quoi, du coup? De Na+, et Z de Na+. Et Cm, c'est Cm de quoi? Ouais, de Na2SO4, ok? Donc c'est Cm Na2SO4 fois P Na+, fois Z Na+. Donc pour avoir P Na+, et Z Na+, il faut que vous fassiez la dissolution de votre soluté. Dissociation. Donc c'est équivalent, c'est la formule que j'ai dit. La dissociation Na2SO4, vous savez que le sodium, ça se dissocie en Na+. Donc vous savez que là, il va y avoir 2 Na+, et du coup, le reste de moins, pour avoir une charge qui est neutre au total. Vous avez 2 Na+, donc P, c'est égal à 2, ok, parce que c'est P de Na+, donc c'est le nombre de particules de Na+, c'est pas le nombre de particules au total. Et Z, c'est égal à 1, parce que c'est une seule charge en valeur absolue. Et du coup, vous remplacez. La concentration, on l'a calculée juste avant, c'était 0,01 fois 2 fois 1. Et du coup, ça vous fait 0,02 équivalent par litre. Ok, du coup, c'est faux. C'est bon? Est-ce que ça va? Nickel. Allez, l'osmolarité de l'antidiabatique est de 0,2 osmol par litre. Alors, qui me rappelle comment on calcule une osmolarité? C'est les formules un peu simples, ouais. C'est ça. Donc, c'est la molarité fois le coefficient d'ionisation. Et le coefficient d'ionisation, quelqu'un me rappelle la formule? Ouais. Alors, attention, c'est 1 plus alpha facteur de P-1. Attention. Donc, ouais, je vais même pas détaillé le calcul là-dessus. Oh, voilà, flemme direct. Ouais, Bah ok. après, en vrai, j'ai pas tort. Non, mais en vrai, oui. Donc, l'osmolarité de l'antidiabatique. Donc, pour trouver l'osmolarité, comme je l'ai dit, il faut trouver le coefficient d'ionisation. Donc, pour avoir le coefficient d'ionisation, il faut qu'on ait le coefficient de dissociation de l'antidiabatique. Diabétique, pardon. Sauf que, on vous dit que l'antidiabétique, il est non dissocié. Ok, s'il est non dissocié, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en solution, votre antidiabétique, il ne va pas changer de forme. Ok, il va rester à sa forme de soluté, à sa forme de sel, si vous voulez. Donc en fait, son alpha, il va être égal à 0. Donc en fait, si son alpha est égal à 0, I, il est égal à 1. Et de façon générale, quand vous avez une particule qui ne se dissocie pas, son osmolarité, elle est égale à sa molarité. C'est ce que vous avez là. L'osmolarité, c'est égal du coup à 1 fois la molarité. Du coup, le coefficient d'ionisation est égal à 1. Et du coup, c'est égal à la molarité. Donc c'est égal à 0,1 osmol par litre. Ça vous paraît cohérent? C'est clair? Vraiment, partie du principe, alpha elle vaut 0. Vous faites pas chier, vous savez que la concentration molaire, c'est la même que l'osmolarité. Ouais, exactement. Parce que là, on parle de l'antidiabétique, on ne te parle pas du Na2SO4. Là, tu vois, genre là, on parle vraiment du NaSO4
Là, on parle de l'antidiabétique. Là. C'est deux choses différentes. Et tu vas voir sur le QTM d'après. On te dit que là, c'est l'antidiabétique qui est non dissocié, et après, tu as le Na2SO4, et lui, on te dit pas s'il est dissocié ou pas, mais du coup, tu sais qu'il est dissocié en partie parce que son alpha, il est différent de 0. C'est ça. Ok? Ah oui, en temps général, si on ne vous donne pas le alpha, ça veut dire qu'il va. Ouais, généralement. Partez de ce principe. À part si vraiment vous voyez dans le QCM que l'antidiabétique il se dissocie complètement, bon là, vous ne me faites pas l'erreur de dire que alpha est égal à 0. S'il est dissocié complètement, c'est égal à 1. Ok? Faites gaffe. Voilà. Et du coup, l'osmolarité de la solution expérimentale est de 0,03 osmol par litre, ce qui est proche de l'osmolarité du plasma. Donc là, c'est classique, on vous demande de calculer l'osmolarité de la solution. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, l'osmolarité d'une solution, en fait, ça va être la somme de toutes les osmolarités. Donc ça va être l'osmolarité de l'antidiabétique plus l'osmolarité du Na2SO4. Ok? Donc ça va être le calcul que je vous ai dit tout à l'heure. On va faire I fois la molarité. Je reviens après. Non, mais j'ai pas envie que tu montes la réponse d'abord. Ah, Parce que j'arrive à leur demander un truc. Comment vous pouvez faire pour résoudre ce QCM? Il y a deux manières. Vas-y. L'osmolarité du plasma, c'est 0,3. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas que tu montes la réponse d'abord. Il y a deux manières de résoudre ce QCM. Soit vous partez du principe que vous allez calculer et voir si la valeur est bonne, soit vous êtes un peu plus malin et vous regardez si les valeurs qui sont données sont bonnes. Je m'explique. Là, on vous dit que 0,03 osmol par litre, ce qui est proche de l'osmolarité du plasma. Mais comme tu l'as dit, c'est faux. Pourquoi? Parce que l'osmolarité du plasma, elle est de 0,3 osmol par litre. Donc parfois, vous n'êtes pas obligé de vous faire chier à faire le calcul. Mais c'est bien de le faire au cas où pour vérifier. ouais, ça m'étonnerait. Je pense qu'ils ont fait ça une année, ils se sentaient un peu original, mais C'était la première année de passe. voilà, c'est tout. Depuis, ils n'ont plus jamais refait. Donc, nous, on fait bien les calculs. Donc, là, l'osmolarité de la solution, c'est l'osmolarité non antidiabétique plus l'osmolarité du Na2SO4. Comme on l'a dit, l'osmolarité non antidiabétique, c'est égal à sa molarité comme il ne se dissocie pas. Par contre, le Na2SO4 qui va se dissocier, donc ça va être égal à la molarité du Na2SO4 fois le coefficient d'ionisation du Na2SO4. Donc, on fait le calcul pour le coefficient d'ionisation. Donc, le calcul, je rappelle, c'est 1 plus alpha facteur de P-1. OK? Alpha, c'est égal à 0,9. P, il est égal à combien? 3. OK, pas à 2. Parce que du coup, là, on est dans le calcul de l'osmolarité. Donc, c'est P, le nombre de particules qui est dissocié au total. Donc, ça va être 2Na2, 2Na+, et 1 SO4 de moins. Donc, ça va être 3 particules. OK? Donc, 1 plus alpha 0,9 facteur de 3 moins 1. OK? Parce que c'est 3 particules. Et du coup, bah, ça, c'est vous faites le calcul de tête. 3 moins 1, 2, 0,9 fois 2, 1,8, 1,8 plus 1, 2,8. Et du coup, ça vous fait 0,1 facteur, non, pardon, 0,1 plus 0,01 facteur de 2,8. Et ça vous fait 0,128 osmol par litre. Et une troisième entre guillemets, manière de répondre, on vous dit qu'elle est de 0,03 osmol. Ouais. Ce que vous calculez celui de l'antidiabétique, vous êtes déjà à 0,1. Sachant qu'une concentration, ça ne veut pas être négatif, vous savez déjà que c'est faux. Ouais. Donc là encore, vous n'étiez même pas obligé de faire le calcul. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde les solutions ou pas? Vous voyez qu'il y a beaucoup de formules, mais globalement, la façon dont on vous demande de les associer, ça va être toujours la même. Il faut juste comprendre comment elles fonctionnent et après, juste vous les appliquer. Ouais. Ouais. C'était Je crois que c'est tout faux. tout faux, ouais. Ouais, c'est tout faux. Ok. Ouais. La cible, j'ai pas écouté, c'est quoi? C'était faux. Ça vaut 0,02. Équivalent par litre. Plus la diapo, elle sera normalement. Enfin, de toute façon, on va rediffuser cette vidéo sur YouTube et elle mettra la diapo après pour qu'on accède. Ok. Alors, on va passer à la suite. Donc là, ça va être la cryoscopie, l'ébullioscopie. Donc, soit une solution aqueuse de glucose constituerait comme diluée. La concentration de cette solution est inconnue. Pour la déterminer, sa température de congélation mesurée à l'aide d'un cryoscope est égale à moins 0,372 degrés Celsius. On vous donne la masse molaire, la constante cryoscopique de l'eau, les constantes ébullioscopiques de l'eau. Petite parenthèse, les QCM de cryoscopie et ébullioscopie, c'est à chaque fois la même chose. Je n'ai jamais vu un QCM qui change. Bon. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, petite parenthèse sur la cryoscopie et l'ébullioscopie. Vous n'avez peut-être pas trop compris dans le cours quand la prof elle vous a expliqué, donc je vous fais une petite parenthèse physique pour que vous le compreniez. Donc, cryoscopie et biblioscopie, on en parle dans les propriétés colligatives des solutions. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez un soluté au sein d'un solvant, en fait, le soluté, il va faire différer le comportement normal de votre solution. Okay, par exemple, si vous avez du sel
avec de l'eau, en fait, la présence du sel va modifier les mouvements de l'eau. Et en fait, pour être exact, ça c'est une citation que j'ai sortie du cours. Donc c'est tout se passe comme si la présence des molécules de soluté limite la liberté des molécules du solvant. Ok. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'à chaque fois que vos particules de solvant elles vont se déplacer pour changer d'état, le soluté il va lutter contre, contre en fait, le déplacement de vos particules. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que vous modifiez plus la température pour permettre le mouvement de vos particules de solvant et du coup pour qu'elles changent d'état. Ok. Donc, pour la cryoscopie, en fait, la cryoscopie, c'est quoi? La cryoscopie, du coup, ça s'intéresse à la congélation de votre solvant, à sa solidification. Donc, en fait, c'est les particules de solvant elles vont avoir tendance à se rapprocher les unes des autres pour créer des cristaux. OK? Sauf que du coup, le soluté, il va limiter la fuite du solvant. Donc, en fait, il va falloir que vous baissiez la température encore plus bas pour que les particules d'eau, elles puissent se rapprocher entre elles et former des cristaux. OK? Donc, votre soluté, il va engendrer un abaissement de la température de congélation. OK? Donc, cet abaissement, on le calcule avec le delta cryoscopique. OK? Donc, le delta cryoscopique, c'est égal à moins la constante cryoscopique de votre solvant, OK, qui va dépendre du solvant, fois l'osmolarité de votre solution. OK? Donc, le delta cryoscopique, il est toujours négatif, parce que du coup, quand vous allez mettre un soluté en solvant, ça va forcément diminuer la température de congélation. Donc, en fait, ça veut dire que ce delta, il va toujours être négatif, OK, parce que la température va toujours être plus basse. Et Kc, du coup, c'est la constante cryoscopique du solvant, elle dépend du solvant. Donc ça, c'est pour la cryoscopie. Pour les bilioscopies, ça va être exactement la même chose. Quand votre eau, elle va avoir tendance à se vaporiser, en fait, les particules de solvant, elles vont vouloir quitter le récipient pour aller dans l'air, sauf que vos particules, du coup, elles vont les retenir. Donc, pour faire changer d'état votre solvant, il va falloir que vous augmentez la température pour augmenter l'agitation des particules pour qu'elles deviennent un gaz. Donc, pareil, ça va être augmentation de la température d'ébullition par rapport au solvant pur. Donc, cette fois-ci, ça va être le delta ébullioscopique qui va être égal à la constante ébullioscopique fois l'osmolarité. Vous voyez que les solutions, elles ne sont pas compliquées, hein. La seule chose qui change, c'est les constantes. Et du coup, là, pour le coup, le delta ébullioscopique, il est toujours positif parce que votre solution, elle va toujours avoir une température d'ébullition qui est supérieure à votre solvant pur. OK, c'est bon pour tout le monde? Donc, vous allez voir les QCM, ça va très vite. L'osmolarité de la solution est évaluée à 0,2 osmol par kilogramme. Donc là, vous cherchez l'osmolarité. On vous donne la constante cryoscopique et on vous donne la température de congélation. OK? Petite parenthèse, bon, ça, oui? Si? Alors, tu as raison. En fait, c'est parce que ça peut être exprimé en osmol par litre, donc en osmol par volume de solvant, mais tu peux aussi l'exprimer en masse de solvant. Donc en fait, parfois, osmol par litre, tu vas le voir en osmol par kilogramme. Et du coup, ça revient au même. Parce qu'en fait, 1 litre d'eau pure, donc 1 litre de solvant, c'est égal à 1 kg de solvant. Donc en fait, la conversion, elle revient au même. OK? Oui. La solvant, ça sera toujours de l'eau. Pour l'eau. Vraiment, déjà que vous êtes dans une année compliquée, les profs ne sont pas là pour faire chier, je vous assure. Vos solutions, ça va être toujours des solutions aqueuses, donc l'eau ou le solvant, c'est de l'eau. C'est clair ou pas, du coup? Bon. Voilà. Juste considère que quand on te parle d'osmol par litre ou d'osmol par kilogramme, c'est vraiment la même chose. Donc en fait, pour calculer, pour avoir, avant de passer à quelques autre formule, il faut que vous calculez le delta cryoscopique. Bon, dans le cas d'une température de congélation, c'est pas compliqué. En fait, le delta cryoscopique, ça va être égal à la nouvelle température de congélation. Parce que du coup, en fait, le delta cryoscopique, c'est égal à la température de la solution, la température de congélation de la solution, moins la température de congélation du solvant pur. Sauf que le solvant pur, l'eau, ça congèle à quelle température? 0 degré. Donc en fait, le delta, ça va être égal à moins 0,372. OK? Donc, delta cryoscopique est égal moins constante cryoscopique fois osmolarité. Donc l'osmolarité, c'est égal au delta cryoscopique divisé par moins la constante cryoscopique. Et du coup, il vous suffit de faire moins 0,372 divisé par moins 1,86. Et ça vous donne 0,2 osmol par kilogramme. Ouais. Parce que l'osmolarité, c'est par rapport au volume de la solution. Alors que osmolalité, ça prend en compte le volume du solvant. Non, en fait, elle a raison. Non, en fait, c'est de façon générale, que ça soit osmolarité ou osmolalité, comme je te l'ai expliqué, en fait, 1 litre de solvant, c'est égal à ou 1 litre de solution, c'est à peu près égal à 1 kg de solution. Donc, en fait, tu fais la transition entre les deux. Tu t'en fous que ça soit des osmoles par litre ou des osmoles par kilogramme, ça revient au même. OK?
Ah, ok, je ne Quand tu calcules ta concentration, si tu veux, tu peux faire soit la concentration en fonction du volume de solution, ou alors en fonction de la masse de la solution, ça ne va pas changer grand-chose. OK? Non, attends, qu'est-ce qu'il y a? Et dans ces cas-là, je comprends pas du coup quelle est la différence entre l'osmolarité et l'osmolarité. Et la constante. Bah, parce que du coup, dans ton osmolarité, tu vas partir de la molarité. La molarité, c'est le volume ou la masse de ta solution, alors que la molalité ou l'osmolalité, tu vas partir de la masse du solvant ou le volume du solvant. Et du coup, dans l'un, tu vas négliger le covolume et dans l'autre, tu vas le prendre en compte. OK? C'est bon? OK, donc ça fait 0,2 osmol par kilogramme. C'est bon pour tout le monde? Ensuite, la concentration massique de la solution est proche de 36 grammes par litre. Bon, ça, concentration pondérale. Hop. Donc en fait, pour trouver la concentration pondérale, déjà, il faut que vous ayez la concentration molaire. Et en fait, avec la concentration molaire ou l'osmolarité et la masse molaire, que je vous ai donné là, bah, vous pouvez trouver la concentration pondérale. Ok, c'est une formule que je n'ai pas notée, mais elle vous est donnée dans le cours. Voilà. Donc, comme on l'a dit, l'osmolarité, c'est égal à le coefficient d'ionisation fois la molarité. Ok. Et la molarité, c'est égal à la concentration pondérale divisée par la masse molaire. Ça, vous pouvez vous le noter. Ça, que Cm, c'est égal à Cp sur grand M. Je ne l'ai pas noté. Si jamais, en fait, ça, vous pouvez le retrouver à partir des unités. Parce qu'en fait, là, vous avez quelque chose en mol par litre. OK? Et après, de l'autre côté, vous avez quelque chose en grammes par litre et quelque chose en grammes par mol. Et vous voulez des mols par litre. Donc, en fait, bah, vous allez mettre Cp en haut et grand M en bas. Avec quoi, je peux expliquer vraiment. Ça va, c'est ça. Là. Vous avez des mols par litre. OK? Si vous avez en fait des grammes par litre ici et du coup des grammes par mol là, ok? Bah, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez diviser les grammes entre eux, donc ça va les annuler. Ok? Et là, vous avez des mols moins 1, du coup. On est d'accord? Parce que ça reste, en fait, c'est 1 divisé par mol. Ok, c'est clair pour tout le monde, ça? Et du coup, vous pouvez le remonter ici. Et en le remontant, vous allez changer le signe qu'il y a au niveau de l'exposant. Ouais? Bon pour tout le monde? Et en fait, bah, du coup, ça va vous donner des moles par litre. Ok? Donc, ça vous montre bien que l'équation, elle est bonne. Ok? Donc, les moles par litre, enfin, la concentration molaire, c'est égal à la concentration pondérale divisée par la masse molaire. Ok? C'est clair? Ouais. Du coup, voilà. Donc, ça fait I fois Cp sur grand M. Et du coup, bah, là, vous pouvez changer toute votre équation pour exprimer que en fonction de Cp parce que c'est ce que vous cherchez. Et du coup, la concentration pondérale, c'est égal à l'osmolarité fois grand M divisé par I. Ok. Et du coup, bah, c'est égal à, vous avez calculé avant, 0,2 fois 180 divisé par 1. Parce que le glucose, il se dissocie pas en solution. Et du coup, bah, ça fait 0,2 fois 180, ça fait 36 grammes par litre, c'est vrai. Il y a des questions ou pas par rapport à cet item? Ça va? L'impression de faire, ça va. Le bol qui passe en haut? Le bol qui passe en haut, ça va. Mais du coup, le litre, il est en haut et c'est pas. Non, il est en bas parce que tu le divises en fait. Ça, en fait, c'est des litres moins 1. Ouais, de l'écran en puissance, ça va être. Ouais, parce que là, ouais. Voilà. C'est des grammes par litre. En fait, ça reste en haut, mais en réalité, tu peux le remettre en bas. Ça revient à dire que c'est en bas, c'est comme si tu faisais des moles divisés par litre. C'est ce que je veux dire. J'ai une histoire de conversion. C'est bon ou pas là pour cet item? Pas de questions? Non? Vraiment, si vous êtes perdu ou quoi, vous nous stoppez direct. Hein. On prend tout le temps qu'il faut pour vous expliquer. Ne sortez pas tant que vous n'avez pas tout compris. Ouais, ça réel par contre. Ouais, jusqu'à 19h30. Mais allez, on accélère. La température d'ébullition de cette solution est proche de 100,1 degrés Celsius. Donc là, pour le coup, bah, en fait, vous allez juste utiliser la formule d'ébullioscopie pour le trouver. Donc, delta E est égal KE fois l'osmolarité. Ok. Donc, l'osmolarité, vous l'avez, KE, on vous le donne. Donc, c'est égal à 0, ça vous fait 0,5 fois 0,2, donc ça fait 0,1 degrés Celsius. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que delta E, ça représente la variation entre la température d'ébullition de votre solvant pur et celle de votre solution. Donc en fait, il faut que vous additionnez, pour avoir la température d'ébullition, bah, il faut que vous l'additionnez à la température d'ébullition du solvant pur. La température d'ébullition de l'eau pure, c'est
100 degrés Celsius. Donc en fait, ça va être 100 degrés Celsius plus 0,1 degré Celsius, donc ça va être 100,1 degrés Celsius. Ok, c'est bon? Oui, les formules, elles sont toutes bêtes à appliquer pour le coup. Alors, maintenant, on va revenir sur la notion d'osmolarité, volume de solvant, volume de solution. Si rigoureusement cette solution n'était pas considérée comme diluée, l'osmolalité calculée de la solution serait supérieure. Donc, l'osmolalité ou la molalité, contrairement à la molarité, ça prend en compte le volume du solvant. Ok? Donc, ça va être le volume du solvant sans le volume qui est occupé par vos particules. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire quand on vous dit que cette solution n'était pas considérée comme diluée? En fait, ce que ça veut dire, ben, c'est que quand on vous dit que la solution elle est pas considérée comme diluée, ça veut dire que le soluté il n'est pas considéré comme entièrement dilué. Ce que ça veut dire du coup, c'est qu'il va prendre beaucoup plus de place dans la solution qu'il devrait prendre sous la forme sous une forme chargée, sous une forme dissociée. OK? Donc ce que ça veut dire, c'est que le covolume de votre particule, il est plus négligeable. OK? Il faut que vous le preniez en compte. Donc en fait, au niveau de l'osmolalité, ce que ça veut dire, hop, je vais faire apparaître ça. Là, la concentration, l'osmolarité, c'est égal à la quantité de matière divisée par le volume du solvant. Et le volume du solvant, c'est le volume de la solution moins le covolume. Okay, c'est le volume de vos particules de solvant, enfin, et de vos particules de solvant et de vos particules de soluté, moins le volume qui est occupé par votre soluté. Okay. Donc là, si la solution n'est pas considérée comme diluée, ça veut dire que B, il n'est pas négligeable. Donc B, il va être important. Et si B est important, ben en fait, ça va diminuer. Vous êtes d'accord? Si votre particule elle prend plus de place dans votre solution, ben le volume du solvant, il va être moins important par rapport au volume de la solution. OK? Et du coup, ben, si vous avez V solvant qui est plus faible, comme c'est au dénominateur, ça veut dire que la concentration osmolaire, elle va augmenter. OK? Donc si la solution n'était pas considérée comme diluée, alors B n'est pas négligeable, donc V solvant est plus faible, et du coup, la concentration osmolaire, elle augmente. Est-ce que c'est bon ça ou pas? Ouais. Parce que ça, c'est la formule. Ouais, j'avoue, pourquoi t'as pas mis Parce qu'en fait, là, on te parle de l'osmolalité, mais en fait, l'osmolalité, comme c'est juste la molalité fois I, mais en fait, si tu raisonnes par rapport à la molalité, tu vas raisonner au niveau de l'osmolalité aussi. Tu vois. Donc, si on prouve que la molalité, elle est plus faible, bah, l'osmolalité, elle sera plus faible aussi. Tu vois ce que je veux dire? Comme c'est que une multiplication simple, si tu veux. Genre le i, tu t'en fous, c'est une constante. Ouais, c'est ça. Ça ne changera rien à ton calcul. Ce qui va vraiment changer, c'est par rapport à ton volume. Tu aurais pu le faire avec I, ça aurait été la même chose. Tu aurais trouvé du coup une osmolarité qui est. J'avoue qu'il fallait quand même mettre i pour être correct. Là, ça parle de Je vais rien dire. Je vais rien dire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas le raisonnement? Ça, c'est vraiment le truc qui vous fait comprendre la différence entre la molarité, l'osmolarité, enfin la molarité, la molalité ou l'osmolarité et l'osmolalité. C'est bon? Ouais, pas de questions? C'est clair pour tout le monde là? Il n'y a même pas une personne qui n'a pas compris là? Genre là, vous avez tous compris. Là, vous avez tous compris la différence entre molarité et molalité? Ok, ils t'aiment eux, maintenant on va voir qui est qui. Vas-y. Ça n'a rien à Ah, voir. rien à voir, vraiment. Même moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de Je sais trouver là? pas. Qui lui dit? On voit comme Pardon. on n'a pas Donc, en tout cas, si vous avez compris ça, c'est bon. À mon sens, vous avez compris vous avez compris le truc le plus compliqué en physico-chimie, c'est vraiment cette nuance-là. Bon, du coup, là, on est sur un QCM complètement différent. Merci, Gilles. En considérant que le glucose ne traverse pas la membrane cellulaire, des bulles rouges plongées dans cette solution vont subir un phénomène de plasmolyse. Bon, ça, à votre avis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pourquoi? C'est faux, pourquoi? Si pour le coup, ça traverse. Mais Mais, ouais, La solution, elle est hypotonique. ouais. Et du coup, ça va faire un phénomène inverse, hémolyse. Ouais, c'est ça. Alors bon, déjà, comme c'est une solution, tu as calculé l'osmolarité juste avant, elle était de 200 milliosmoles par kilogramme, 200 milliosmoles par litre. Ça, vous l'avez vu dans vos cours d'histologie et même de biocell. En fait, 200 milliosmoles par litre, c'est un phénomène de turgescence. Mais tu as raison, c'est pareil, c'est hypotonique. Donc, de toute façon, c'est faux parce que plasmolyse, ça aurait été une solution qui est hypertonique. Donc, il y a une concentration, une osmolarité qui est supérieure à 300 milliosmoles par litre. Donc, l'item est faux. C'est bon pour tout le monde? Ouais? du coup, on a toujours le sens. Ouais, ok. Ouais. Alors, donc là, on passe sur autre chose. Vous avez vu, on a mis qu'un QCM de cryoscopie et de bioscopie, c'est toujours le même. Donc
juste réviser. Solubilisation des gaz. Alors, un plongeur souhaite plonger dans la mer jusqu'à 30 mètres. Pour cette plongée, il utilise des bouteilles contenant un mélange gazeux dont la composition est proche de la composition de l'air atmosphérique. 20% d'oxygène, 80% d'azote. On vous donne plein de données. À 30 mètres de profondeur, la quantité d'oxygène dissous est de 0,032 ml par millilitre de plasma. Hop. Ça, vous le retenez bien. Ok, loi d'Henry. La quantité de gaz dissous dans les conditions STPD, donc c'est conditions standards de température, de pression et de densité, je crois, est exprimée comme VSTPD est égal S fois PI fois V. Ok. Donc VSTPD, c'est le volume du gaz qui est dissous. S, c'est le coefficient de solubilisation du gaz. PI, c'est la pression partielle du gaz. Et V, c'est le volume de la solution. OK? Donc, c'est volume de la solution fois la pression partielle du gaz fois le coefficient de solubilité du gaz qui vous donne le volume de gaz qui est dissous dans votre solution. OK? Et parfois, dans les QCM, ça, il faut, vous allez voir, je vais en reparler juste après. Soit on vous demande de calculer le volume de gaz qui est dissous, simple, ou alors on vous demande de calculer le volume de gaz qui est dissous dans le volume de la solution totale. Et du coup, dans ce genre de circonstances, en fait, l'unité, ça sera des millilitres par millilitre de la solution dans laquelle c'est dissous. Donc là, souvent, ça va être des millilitres par millilitre de plasma. Ok, et dans ce cas-là, en fait, ce qu'on calcule, c'est pas VSTPD, c'est VSTPD divisé par V. Et du coup, la formule, c'est juste VSTPD divisé par V qui est égal à S fois PI. C'est la même formule, c'est juste que ça, on l'a passé de l'autre côté. Okay, ça dépend de ce qu'on vous demande. Et ça, à noter, la pression exercée sur un objet, il augmente de 1 atm tous les 10 mètres sous l'eau. Ok, en sachant que, à pression atmosphérique normale, là, nous, il y a 1 atm qui s'exerce sur nous. Donc, quand vous calculez les ATM, vous ne partez pas de 0, vous partez de 1. Sinon, votre item est faux. Donc, Votre raisonnement aussi. donc, si je suis à 10 mètres sous l'eau, c'est quoi la pression qui s'exerce sur moi? 2 atm. 1 atm atmosphérique et 1 atm qui est causé par le 10 mètres sous l'eau. OK? Allez, hop. Donc, à 30 mètres de profondeur, la quantité d'oxygène dissous est de 0,032 ml par millilitre de plasma. Là, vous voyez qu'on vous parle de millilitres par millilitre de plasma. Donc, la formule que vous avez utilisée, c'est celle qui est en bas, là. C'est VSTPD sur V qui est égal à S fois PI. Donc, vous faites S fois PI. T'as un truc à dire? Écoute, on aille sur la diapo d'avant, comme ça on le fait ensemble. Bon, vas-y. donc, à 30 mètres de profondeur, la pression exercée, elle est de 4. Okay, ça, vous êtes des boss, vous avez bien compris. C'est une pression atmosphérique et 3 pressions pour les chaque 10 mètres sous l'eau. Okay, donc, on est à 30 mètres sous l'eau, donc il y a 3 pressions dues à l'eau et une pression due à la pression atmosphérique. Du coup, la pression partielle de l'oxygène, ça va être la pression totale fois la fraction du gaz qui est occupé par l'oxygène. Okay, c'est bon ou pas cette notion-là? Que la pression partielle de l'oxygène, du coup, c'est la pression totale fois la fraction molaire d'oxygène. C'est clair? Vous arrivez à le voir? Si par exemple, en fait, j'ai une bonbonne de gaz qui a 1 atm et que j'ai 50% d'oxygène dedans, du coup, la pression partielle de mon gaz d'oxygène, ça va être 0,5 atm. Ça va être la moitié de la pression atmosphérique qui s'exerce dans ma bouteille. OK? Donc, pression de l'oxygène, c'est la pression totale fois la fraction d'oxygène. Donc là, ça va être 4 atm fois le pourcentage d'oxygène, donc c'est 20%. Donc ça fait 4 fois 20%, ça fait 0,8 atm. OK? Donc là, vous avez P, on vous donne S, donc vous pouvez calculer ce qu'on vous demande. D'après la loi d'Henry, V dissous est égal V sur V plasma est égal P oxygène fois S oxygène. Donc la pression partielle d'oxygène fois le coefficient de solubilité de l'oxygène. Et du coup, c'est égal à 0,8 fois 0,04. Et du coup, ça fait 0,032 millilitres par millilitre de plasma. Donc c'est vrai. C'est bon ou pas ça? C'est clair? Ouais. Alors, à 30 mètres de profondeur, la quantité d'azote dissous est de 0,064 ml de plasma. Là, ça va être millilitre par millilitre de plasma. C'est la même chose. Donc, du coup, hop. Là, pour le coup, c'est la même chose. C'est le même calcul. Hein. Sauf que du coup, on va prendre pour l'azote. Donc, la pression partielle de l'azote, elle va être différente. Ça va être la même pression totale, mais du coup, la fraction d'azote, c'est 80%. Donc, cette fois-ci, on fait 4 fois 80%. Donc, ça fait 3,2 atm. OK? Et du coup, après, vous avez juste à refaire le même calcul, sauf que cette fois-ci, vous prenez le coefficient de solubilisation de l'azote. Donc, c'est 3,2 fois 0,02 et ça vous fait 0,064 ml par millilitre de plasma. OK? C'est bon? Pas de souci là-dessus? Allez. À 30 mètres de profondeur, la quantité d'azote dissous dans le plasma du sujet est environ de 140 ml. Là, du coup, vous voyez qu'on vous parle juste de millilitres. Donc là, ça va être juste le volume de gaz dissous. OK? On ne vous parle plus de volume de gaz dissous dans le volume total de plasma du patient.
enfin, du sujet, du plongeur. Donc, ça va être la formule totale. Donc, vous allez faire pareil, S fois P, mais fois le volume plasmatique total du sujet. Donc, c'est 3 litres. Donc, le litre. C'est 3 litres. OK? Donc, c'est ça. C'est V dissous est égal Pn fois Sn fois V plasma. Donc, ça fait 3,2 fois 0,02 fois 3 litres. Hein. En fait, c'est juste la chose qu'on avait là. Hein. 3,2 fois 0,02. Donc, ça, cette fois-ci, vous multipliez en plus le volume plasmatique total. Et du coup, ça vous fait 0,192 litres. Parce que du coup, le volume total du sujet, il est en litres. Donc, vous obtenez un volume de gaz dissous qui est en litres aussi. Et comme on vous demande le résultat en millilitres, bah, vous le convertissez en millilitres. Ça vous donne 0,192 litres, donc 192 millilitres. Donc, c'est faux. C'est bon pour tout le monde, ça ou pas? Ça va. On est peut-être un peu. Ouais. Justement, on ne cherche pas la concentration d'azote dans le plasma. Non. Là, on te demande la quantité d'azote dissous dans le plasma, mais tu vois qu'on te explique juste en quantité d'azote dissous. Dissous, c'est dissous genre dans le plasma. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait ce qu'on avait trouvé à la question d'avant. Ouais. La quantité de C'est matière ça. d'azote divisée par 3. Non, faut que tu multiplies par 3. Ah oui, tu multiplies par Parce 3. qu'en gros, dissous, c'est pas le. Il faut pas que tu confondes dissous et plasmatique. Plasmatique, c'est le sang. Dissous, ça veut dire que c'est dissous dans le sang. Donc c'est ce qui va arriver dans le sang. Quand on te demande dissous, en gros, il faut que tu multiplies par 3. Mais de toute façon, vous avez vu 3,2 fois 0,02, c'est la valeur que vous avez trouvée juste avant. Donc vous ne faites pas chier, vous récupérez la valeur que vous avez calculée avant et derrière, vous multipliez Ouais. par 3. C'est ça. Gardez les valeurs que vous calculez, vous serviront toujours. Vous mettez tout sur un brouillon. Et vous les gardez, surlignez aussi. C'est bon jusque-là ou pas? Ouais, tout le monde est OK? OK. Donc là, juste accrochez-vous parce que c'est la partie, c'est le truc qui tombe chaque fois en QCM et c'est le truc où il faut bien comprendre le raisonnement. Donc si le plongeur remonte brusquement de cette profondeur jusqu'à la surface, OK, environ 140 ml d'azote repasse à l'état gazeux dans le volume plasmatique total. Donc là, ce qu'on vous demande cette fois-ci, c'est une variation de pression. OK? Donc déjà, il faut que vous compreniez de quelle pression à quelle pression mon plongeur il va passer. Il Et la était à surface. 30 mètres sous l'eau, il va aller à la surface. La surface, c'est quoi la pression qui va s'exercer sur lui? À 1 La ATM. différence, ça sera combien? 3 ATM. Voilà. Donc en fait, le calcul, c'est ça. Donc c'est pareil, là, vous avez vu, on vous donne juste des millilitres d'azote, on vous dit pas millilitres d'azote divisé par millilitre de plasma. OK, donc ça va être juste delta V dissous, ça va être V dissous. Là, cette fois-ci, on va parler d'un delta V parce qu'on va s'intéresser à une variation de volume de gaz dissous, donc à une variation de pression. Donc c'est la même formule, hein. La seule chose que j'ai fait, c'est ajouter un delta ici. Et du coup, ça va être égal à la pression d'azote à 0 mètre sous l'eau, donc à l'atmosphère, moins la pression d'azote à 30 mètres, donc la pression où il était à la base. Et après, c'est la même chose, fois le coefficient de solubilité, fois le volume du plasma. Donc en fait, là, ça va être ça va être le même calcul qu'on a fait depuis tout à l'heure. Donc c'est la pression totale fois la fraction molaire de l'azote. Sauf que du coup, la pression totale, elle change, hein, parce que du coup, on passe de 4 ATM à 1 ATM. Et donc là, vous voyez que c'est juste 1 fois 0,8 le pourcentage, moins 4 fois 0,8 le pourcentage. Donc pour 4 ATM, 1 ATM, tout le monde. Ouais. Et après, ça ne change pas, fois 0,02 fois 3. Du coup, vous trouvez quelque chose qui est négatif, c'est logique parce que du coup, c'est une quantité de plasma qui va revenir à l'état gazeux. Ok, donc ça, le volume, le volume dissous, il va diminuer parce que ça va se trouver plus dans le plasma, mais plus dissous, quoi. Enfin, c'est un gaz. Donc ça vous fait ça 1 fois 0,8 moins 4 fois 0,8, en fait, ça vous fait 3 fois 0,8, donc ça vous fait 2,4, enfin moins 2,4, fois 0,02 fois 3. Du coup, vous tombez sur moins 0,144 litres ou moins 144 millilitres. Donc, c'est vrai. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas la résolution de ce QCM? C'est clair? Vous avez bien compris? Là, je l'ai fait en une seule formule. Ce que vous pouvez très bien faire aussi, c'est calculer le volume dissous. Vous prenez le volume dissous 30 mètres. à 30 mètres sous l'eau. Le volume dissous à la surface, enfin, vous le calculez du coup, et ensuite vous faites la Ouais, vous faites la différence et vous allez tomber sur le même résultat. Ouais. Oui. Ok. Franchement, on va dire, allez, plus ou moins 5. Ouais. Alors si c'était 139, ça passe. Ouais. Mais ils sont pas chiants là-dessus. Ils vont pas te dire, ah, 150, non, c'est pas ça. Non, c'est soit t'as 140 et quelques, soit t'as 300. Généralement, c'est vraiment des aberrations, les erreurs. Genre, c'est vraiment en mode. Généralement, ils jouent sur les puissances de 10. Ok. Voilà. Ou les unités, les puissances de 10. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok, nickel. Bon, si vous avez géré ça, c'est nickel. Et le coefficient de solubilité d'un gaz dans une solution ne dépend pas de la température. Ça, c'est une notion de cours. C'est faux. Ça dépend de la température. Et ça, vous pouvez le comprendre parce que si vous augmentez
température d'un gaz, il va s'agiter beaucoup plus, donc il va accélérer. Donc en fait, il va avoir tendance à plus facilement rentrer dans l'eau, et du coup, son coefficient de solubilité, il va augmenter. OK? Des Allez, questions. c'est bon pour tout le monde? Ah, on avance. Allez, nickel. Fraction molaire, bon, ce système, il va vite. Soit une bouteille de gaz contenant un mélange constitué de 10 grammes d'un gaz parfait, avec masse molaire est égale à 100 grammes par mol, et de 1 gramme d'un autre gaz parfait, masse molaire est égale à 20 grammes par mol, sous une pression totale de 1 atm à 0 degré Celsius, le volume de ce gaz est négligeable. Cette bouteille contient 0,1 mol de gaz. Bon, ça, classique, hein. Vous avez la masse, vous avez la masse molaire, on vous demande une quantité de matière. Ça, c'est quoi la formule? N est égal petit m sur grand m. Donc, N est égal petit m sur grand m, donc c'est égal à 10 divisé par 100, ça fait 0,1 mol. OK, c'est bon? Tout le monde est OK? Pareil, là, cette bouteille contient 0,05 mol de gaz. Ça va être quoi la formule? Allez, tout le monde en unisson. C'est quoi la formule? Pour calculer une quantité de matière, petit n, c'est égal à petit m sur grand m. OK. Donc, c'est pareil, 1 gramme divisé par 20 grammes, ça vous fait 0,05 mol. OK. Allez, maintenant, fraction molaire. Hop, petite parenthèse courte. Donc, ouais, désolé, on s'est arrêté parce que là, il fallait. Donc, application de la loi de Boyle-Mariotte et la fraction molaire. Donc, j'ai fait un 2 en 1 là sur cette diapo. Donc, vous avez, concernant la fraction molaire, c'est en bas. Donc, en fait, c'est ce qu'on a utilisé dans le QCM juste avant, quand je vous disais de calculer la fraction molaire, enfin, la pression partielle du gaz. Donc, par exemple, la pression partielle d'oxygène, etc., etc. Donc, en fait, soit un mélange de gaz en proportion variable. On définit la fraction molaire d'un des gaz comme la fraction molaire qui égale à la quantité de matière du gaz divisé par la quantité de matière totale, donc la quantité de matière de gaz qu'il y a au total dans le compartiment. Et c'est aussi égal à la pression partielle du gaz divisé par la pression totale. Donc, vous voyez qu'en fait, tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est FI, PI et P total. On cherchait la pression partielle de l'oxygène. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la fraction molaire. Donc, c'était par exemple 0,2, c'était 20%, fois la pression totale. Et ça nous donne PI. Okay, c'est ça la formule qu'on a utilisée juste avant. OK. Donc, vous retenez que c'est NI sur N total. OK. On va revenir juste après dessus. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est celle-là, parce que ça tombe souvent en QCM, l'application de la loi de Boyle-Mariotte. Vous retenez, à 0 degré Celsius, une mole de gaz exerce dans sa compartiment de 1 litre une pression de 22,4 atm. OK. Ça, c'est typique. Chaque année, ça tombe. OK. Bon, là, je vous ai fait une exclusivité. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Vous pouvez aussi le retranscrire sous la forme d'une formule. C'est comme ça, c'est plus simple à apprendre. Vous n'avez même pas à raisonner. Vous pouvez l'exprimer comme le volume qui est égal à la quantité de matière fois 22,4 divisé par P. Attention, cette formule, par contre, vous me l'exprimez avec les bonnes unités parce que sinon, ça ne marche plus du tout. OK. C'est une grosse approximation, en gros, si vous voulez, cette formule. Ça marche, mais que si vous utilisez ces unités-là. Donc, il faut que le volume, ça soit en litres, la quantité de matière en mol et la pression en atm. De toute façon, si vous avez retenu cette phrase, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Ouais. C'est vraiment cette phrase qui donne ça. Si vous ne comprenez pas ça, ça sert à rien d'utiliser la phrase. Ouais, c'est ça. Ouais. La température, généralement, c'est... Elle est à 0 degré et en fait, en Kelvin, ça fait en sorte que ça fait qu'une constante et du coup, tu l'enlèves dans la formule. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, en fait, là d'une part, tu as la constante des gaz. Comme ça se base, en fait, cette formule, ça se base juste sur PV est égal à NRT. Hein. Donc, il a raison. En fait, c'est juste le 22,4, ça regroupe, comme ça, tu le sais, ça regroupe R, T dans les conditions standards. Donc, généralement, c'est conditions où c'est à 23 degrés Celsius, donc la température, c'est 300 Kelvin. Et aussi, ça prend en compte toutes les conversions d'unités. OK, donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit ces unités-là qui soient utilisées, parce que sinon, tu vas trouver quelque chose d'aberrant. C'est à 0 degré. C'est pas température. Ah oui, à 0 degré, pardon. Donc, c'est 273 Kelvin. Mais de toute façon, tu peux même de ton côté refaire la démonstration, tu trouveras exactement pareil. Ouais. Tu verras. Ouais. Donc ça, vous pouvez vous le noter si vous voulez, vous faites plaisir, cadeau. C'est le cadeau, c'est qui? Allez, donc la fraction molaire du gaz est de 0,5. Donc vous faites la quantité de matière du A sur la quantité de matière totale. Donc ça va être 0,1 divisé par 0,1 plus 0,05, hein, la quantité de matière du A et du B. Et du coup, vous trouvez 0,1 divisé par 0,15, donc ça fait 2 tiers, donc c'est faux. C'est bon pour tout le monde? Ça fait 0,6666. C'est bon? Tout le monde est OK? Ouais. Allez. Le volume de la bouteille est de 2,24 litres. Allez, hop, cadeau. On utilise la formule que je vous ai montrée juste avant. Allez, hop là. Donc, vous cherchez le volume. N fois 22,4 divisé par P. Vous avez N. N, c'est juste c'est N total. Hein, c'est 0,05 pour le gaz parfait B et 0,1 pour le gaz parfait A. Donc, ça fait 0,15 au total. OK. Fois 22,4 divisé par P. On vous dit qu'on est à 1 ATM, je ne sais plus. Hop, là. Voilà.
Donc, il vous suffit de faire le calcul. Donc, c'est 0,15 fois 22,4. Ça, vous pouvez le poser si vous voulez. Et ça fait 3,36. Ok, donc c'est faux. Ouais. Non, c'est faux. Non, c'était vrai. Non, c'est vrai. Mais c'est 0,1 dans Dans l'énoncé, Ah oui, c'est bon, on n'a pas les bons On a 0,1 dans. Ah, c'est ça qu'on est. Ouais. Attends. Ah. C'était quoi dans l'énoncé? Vous avez. 0,1. Ouais, 0,1. Ah, donc en fait, vous n'avez pas du tout trouvé les mêmes choses après. 0,1. Ah. Mais attends, mais c'est 0,1 pour le gaz B? C'est 0,1 et 0,1. Ouais, c'est qu'en plus, je crois qu'il y avait un problème par rapport à ça. Ça, c'est de leur côté. Moi, j'ai bien noté mes trucs, les gars. Ça, je vous le dis. Moi, je l'ai bien noté, le QCM. D'Anal, de 2016-2017, les gars. N'hésitez pas à aller chercher dans Pure Point et tout. Hein. Il assume pas, c'est lui qui a fait les. Non, non, non. Donc, vraiment, c'est juste qu'il assume pas d'avoir roulé un 0. J'ai vraiment pas oublié. J'ai vraiment pas oublié. Non, mais au pire, prenez avec les valeurs qu'on vous donne. Ouais, voilà. Tant que vous comprenez, c'est le plus important. Hein. C'est ça. C'est que vous ayez vrai ou faux, on s'en fout. Quelle heure? Bah, si, quand même. Oh putain de merde, allez, on dépêche. Si la bouteille est portée à une température de 37 degrés, la pression observée à l'intérieur sera plus faible. Ça, c'est faux. Donc, ça, c'est faux parce que PV est égal à nRT. Hop. Donc, si on augmente la température, pour un volume et une quantité de matière qui est constante, ça, c'est important, la pression, elle augmente. Ok, parce que vous avez cette formule. Donc, si V bouge pas, N bouge pas, R, c'est une constante. Si T augmente, P augmente. Ok? Et c'est logique d'ailleurs. Si dans un récipient, vous augmentez la température, les particules elles vont plus s'agiter à l'intérieur. Donc sur les parois, il va y avoir plus de choc de la particule sur la paroi. Donc la pression elle est plus importante. Parce que la pression, c'est une force sur une surface. Voilà. Oh putain, ok. Bon, on se dépêche. Là, c'est le plus intéressant. Plus déplacement moléculaire. Attendez, pardon. Bah, on a fini, voilà. Non, attendez. Ah, ok. Bon. Ah, ça va, il Euh, reste 3 QCM, mais il faut qu'on accélère. En vrai, je suis presque chaud de sauter le 8 parce que globalement, c'est juste. Il y a pas- il y a pas On de- refait dans le 9, normalement. Non, on refait dans le 9. C'est le 8 et le 9, c'est pareil. Non, non, c'est pas pareil. Parce que 9, c'est le vrai. Bah, on fait 9. Allez, on fait 9. Allez, on se fait plaisir. On sait que c'est le plus intéressant. Le 8, on Ah refait putain, non, il y avait ce. Bon, c'est pas grave. Ouais. Non, non. Bah, moi, non. Bon, vous savez quoi? On se le fait vite parce qu'il y a une formule à la fin qui est intéressante. Donc, toi, récipient placé à 27 degrés Celsius, séparant deux compartiments de volume fixe et égaux par une membrane dialysante. Le compartiment 1 contient une solution de glucose à 10 ml par litre et le compartiment 2 contient une solution de protéinate de sodium PNA9. Calme-toi, Eminem, calme-toi, c'est bon. Le glucose reste dans le compartiment 1. C'est faux. Ok? Membrane dialysante, vous retenez, une membrane dialysante, c'est une membrane qui laisse passer les petites particules. J'ai vu les questions passer sur le forum. La molécule du glucose, c'est une molécule qui a un max 12 atomes. C'est une petite molécule, ok? C'est pas une macromolécule. Donc, le glucose, il passe à travers la membrane dialysante. Donc là, en fait, vous avez un compartiment où il n'y a pas de glucose et un compartiment où il y a du glucose. Donc, le glucose, il va diffuser selon le gradient de concentration. Ok, ça vous rappelle des trucs normalement. Pour égaliser les concentrations de part et d'autre dans la membrane. Donc, c'est vrai. Ok. Urée, glucose et gaz, généralement, c'est les trois échantillons qu'on considère qui peuvent traverser la membrane dialysante. Ok. Item B, à l'équilibre, la concentration de glucose dans le compartiment 1 et 2, 5 millimoles par litre. Ça, c'est vrai. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, le glucose, il va se déplacer d'un compartiment à l'autre jusqu'à ce que la concentration entre les deux compartiments, elle soit égale. Ok. Donc, en fait, vous avez 10 millimoles. Donc, en fait, vous allez avoir 5 millimoles d'un côté, 5 millimoles de l'autre. Enfin, par litre. 5 millimoles par litre, 5 millimoles par litre. Ok. Donc, c'est vrai. Oui. Si, il passe. Si ça passe. Oui, je crois que tu as dit sans faire exprès, ça passe pas. Ah, pardon. Si ça passe, et en fait, le but, c'est que ça s'équilibre. Donc, si tu as 10 de l'autre côté et là 0, comment tu fais pour faire égal-égal? 5, 5. Non, ça passe, hein. Pardon, Ça j'ai passe, peut-être ça passe. ma langue à la Exemple, fourchette. ça passe. Ah bon, ok. Bon, ben, Donc le glucose, il passe à travers la membrane, hein. Attention. Ok, c'est le Na+ diffuse du compartiment 2 vers le compartiment 1. Alors, vous allez avoir tendance à dire que c'est vrai, parce que vous dites pareil, il y a un gradient de concentration, etc., etc. Sauf que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre protéinate de sodium, quand il va se dissocier, il va donner du Na+, très exactement 9 particules de Na+, mais il va y avoir la protéine qui va rester sous une forme négative, du coup. Parce qu'en dissocié, bah, elle est neutre. Bonsoir. Donc, ça va être P-, P9- et Na+, 9 fois. On est d'accord? Attendez. Mais je fais très vite. PNA Écrit dans le. 9, ça fait P9- plus 9 Na+. non, il était là. OK? Ça fait P9- plus 9 Na+. OK? Donc, tout ça pour dire que votre protéine, elle est chargée négativement. Donc, en fait, votre particule positive, elle ne peut pas se diffuser selon le gradient de concentration parce qu'en fait, si elle le fait,
elle va être retirée par la protéine, parce qu'elle va exercer une charge négative, la protéine. En fait, c'est surtout lié à l'item d'après, en fait. Parce que l'item d'après, on vous Ouais. demande de la protéine diffuse du compartiment, mets-le direct, du compartiment 2 vers 1. Sauf qu'on a dit quoi? Notre membrane, elle est comment? Donc, est-ce que ça peut passer? Pourquoi? Elle est trop grosse. Donc, ça veut dire qu'elle ne pourra pas diffuser. Si elle pouvait diffuser, les Na+ aussi. Sauf que la protéine ne peut pas diffuser. Donc, elle peut pas, les Na+ ne peuvent pas partir. Parce que derrière, il faut qu'il reste avec quelqu'un qui est négatif. Donc, ils sont obligés de rester avec la protéine. C'est ça, exactement. Négatif, du coup. 9 Vu mois. que là, tu perds des Na+, il faut qu'elle soit négative. Là, là. Ouais. Ça vous va? Ça va? Donc ça, c'est une notion que juste vous gardez en tête, ok? Ce qui va empêcher le déplacement de certaines particules, c'est le fait qu'initialement, il y a des particules qui ne peuvent pas bouger. Là, c'est la protéine, c'est classique, vous allez toujours avoir dans les exercices de déplacement moléculaire une macromolécule, une protéine qui peuvent bouger. Allez, la pression osmotique développée. Bon, ça, c'est la raison pour laquelle je voulais rester dessus. Ça, c'est une formule qu'il y a dans le cours. Elle tombe rarement, mais il faut la connaître. Donc, la pression osmotique développée à travers la membrane est de 480 kPa. Alors, donc la formule, c'est ça. En fait, ça se base sur la formule des gaz parfaits. Ok, vous savez, on a PV est égal à nRT. Mais du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a aussi P qui est égal à nRT divisé par V. On est d'accord? Sauf que, en fait, N sur V, ça revient juste à la concentration. Donc, en fait, P, c'est égal à RT fois la concentration. D'accord? Donc, nous, comme on s'intéresse à une différence de pression, on va s'intéresser à une différence de concentration. Donc, ça va être delta P qui est égal à RT delta Cm. OK. Donc, R, c'est constante des gaz parfaits, on l'avait donné, et là, c'est 8. Fois la température. Vous faites gaffe, la température, elle est en Kelvin. Donc, en fait, on vous dit qu'on va donner à 27 degrés Celsius. Pour passer de degrés Celsius à Kelvin, on ajoute 273. OK. Bon, tout le monde est OK. Donc, en fait, généralement, on vous dit que c'est 27 degrés Celsius parce qu'en fait, en Kelvin, du coup, ça fait 300 Kelvin. Donc, c'est facile à calculer. Et du coup, fois la différence de concentration. Donc, la différence de concentration, c'est la concentration du glucose, c'est 10 et 0. Donc, c'est 10 moins 0. OK? Attention, quand vous utilisez cette formule, bon, comme vous l'avez compris, les unités, elles sont importantes. La pression, elle est en pascal. La température, elle est en Kelvin. Et la concentration, elle est dans le système international. Donc, c'est des moles par mètre cube. OK, ça, vous faites attention. Donc, en fait, là, vous avez des millimoles par litre. On vous donne des millimoles par litre. Donc, vous devez les transformer en moles par litre. Je vais très vite. Mais en gros, du coup, en fait, vous allez multiplier par 10-3 pour transformer les millimoles en moles. Et pour transformer les par litre en par mètre cube, vous allez multiplier par 10-3. Donc, au final, ça va revenir au même. Hein. Au final, ça fait fois 1. D'accord? Donc, ça fait 8 fois 300 fois 10. Donc, ça fait 24 fois 10 3. Donc, ça fait 24 kPa. C'est pas du tout ça. OK? Juste retenez-vous la formule surtout d'un côté et le fait que ça doit être des moles par mètre cube. Allez, on passe au plus important, les gars. Là, je me suis trop chaussé. Le diapo, il est super complet. Quoi, qu'est-ce que c'est? T'as dit une grosse bêtise juste là, t'as mis 22,4 ATM. Bah quoi, c'est ça? Non, c'est 22,4 litres. Non, une mole de gaz dans un compartiment de la litre et exerce une pression de 22,4 atm. Ça revient au même, en fait, c'est Ok. tu peux le changer. Attends, moi, je vais revérifier cette phrase. Bon, Bon, vas-y. c'est un lame de physique. Ok, pardon. T'as pas fini la formule? Un récipient est séparé en deux compartiments 1 et 2 par une membrane dialysante. À l'état initial, chaque compartiment contient une solution de NaCl à la même concentration et dans l'un des compartiments se trouve également une macromolécule ionisée non diffusible. On précise que la valence de la macromolécule est de 7 et que l'électrolyte associé à la macromolécule est un des ions déjà présents. Ok, préparez-vous là les gars. Je sais qu'on était speed. Là, c'est le moment où vous allez comprendre tous les déplacements moléculaires, l'effet donnant, si c'est pas clair. Ok. Je vous ai fait un truc step by step. Ok. Allez. Donc, comment on résout les QCM avec les effets donnants? Donc, vraiment, à chaque fois, pour ce genre de QCM, ok, on vous donne quelques produits de concentration, on vous donne quelques concentrations, il faut que vous trouviez une concentration, vous trouvez une charge de la macromolécule, vous trouvez la position de la macromolécule, vous trouvez sa concentration ou sa valence, c'est toujours la même chose. Ok. Donc, la première chose, vous écrivez l'équation de Nonant. Ok, l'équation de Nonant, dans votre cours, c'est aussi appelé la formule de condition de diffusion. Donc, en fait, c'est une formule qui est toute simple. Ça va juste être le produit des concentrations des ions qui sont diffusibles, okay, dans le compartiment 1, qui est égal au produit des concentrations des ions qui sont diffusibles dans le compartiment 2. Okay, ce qui est important à retenir, c'est que dans cette formule, on prend en compte que les concentrations des particules qui sont diffusibles. Okay, donc la macromolécule, la concentration de la macromolécule, elle rentre pas en jeu. Okay, donc là, dans notre exercice, on a du Na+ et du Cl- qui sont dissociés dans les deux compartiments et qui vont tous les deux diffuser. Donc c'est ça notre équation de donnant. Okay. La deuxième étape, c'est, une fois que vous avez établi ça, généralement, à partir des données qu'on vous donne dans l'énoncé, vous pouvez trouver une des inconnues, une des valeurs, en fait, une des concentrations.
Donc en fait, c'est toujours comme ça. Ok, en fait, généralement, on vous donne toujours un produit de deux concentrations et une concentration d'un compartiment et vous pouvez trouver une dernière concentration. Donc là, par exemple, on vous donne Na plus 1 fois Cl-1 et on vous donne Cl-2. Donc du coup, vous pouvez calculer Na plus 2. Donc Na plus 2, en fait, c'est juste un produit en croix. Vous passez Cl-2 de l'autre côté, ça vous fait Na plus 2 est égal à Na plus 1 fois Cl-1 divisé par Cl-2. Donc ça fait 9 divisé par 4, donc ça fait 2,25 millimoles par litre. Ok? Ça, c'est l'étape la plus simple. Maintenant, accrochez-vous. Donc, comment on détermine la position de la macromolécule? En fait, il faut que vous regardiez les valeurs que vous avez obtenues. Ce que vous observez, c'est que dans le compartiment 2, là, vous avez Cl-2 qui est égal à 4 millimoles par litre et Na plus 2 qui est égal à 2,25 millimoles par litre. Donc, ce que vous observez, c'est que la concentration en anion Cl- et la concentration en cation Na+, c'est pas la même. Sauf que ça, physiquement, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la condition d'électroneutralité de votre solution, de façon générale, elle stipule que votre solution, sa charge, elle est neutre. Toujours. Ok, la charge d'une solution, elle est toujours neutre. D'accord? Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que quelque part, on oublie quelque chose qui ferait que les concentrations en anion et en cation, elles devraient être égales. Et cette chose, c'est la macromolécule. OK? Donc, ce que ça implique, le fait que les concentrations en anion et en cation, elles sont différentes, c'est que il y a dans ce compartiment une particule qui est chargée, qui va être à l'origine de la différence de concentration entre les cations et les anions, et du coup, c'est la macromolécule. Ce que ça implique, ok, c'est que du coup, comme vous savez que dans le compartiment 2, bah, du coup, il y a la macromolécule, ça veut dire que dans le compartiment 1, il n'y a pas la macromolécule. Ok, ça c'est super logique. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est que dans le compartiment 1, il n'y a que du Na+, et du Cl-. Donc en fait, vous pouvez calculer la concentration de Na+, Cl-. Ok? Parce que comme vous savez que, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une solution, la charge elle est neutre, ça veut dire que la concentration d'anion et la concentration de cation, c'est la même. Donc en fait, vous avez Na plus 1 qui est égal à Cl-1. Ok. Donc, quand vous aviez tout à l'heure Na plus 1 fois Cl-1 qui est égal à 9, en fait, vous pouvez remplacer en disant que c'est Na plus 1 fois Na plus 1. Ok, comme c'est égal à la même chose. Donc en fait, ça vous fait Na plus 1 au carré qui est égal à 9. Donc, ça veut dire que Na plus 1, c'est égal à racine carrée de 9, donc 3 millimoles par litre. Et du coup, Cl-1, c'est aussi égal à 3 millimoles par litre. À plus. Sans vêtements, on a bientôt fini. Est-ce que c'est bon là ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Ouais. C'est quoi que tu n'as pas compris? De toute façon, la diapo, tu vas la voir. Je pense qu'elle sera bientôt mise sur la librairie. Mais la vidéo sur YouTube, t'inquiète pas. Ouais, voilà. Trop Donc, ralenti. tu auras le temps de revenir dessus. Et je l'ai bien écrit de toute façon. Donc, tu auras le temps de le relire au calme et de bien tout comprendre. Ok? Vraiment, je l'ai écrit de façon à ce que ça soit le plus compréhensible possible juste en le lisant. Attends. Continue. Ouais. Ok. Donc maintenant, on a la position de la macromolécule. Ok, on revient à notre macromolécule. On a trouvé les caractéristiques du compartiment 1. On reste sur le compartiment 2. On a trouvé sa position. Maintenant, il faut qu'on trouve sa charge et sa concentration. Donc, comment on trouve la charge? En fait, c'est tout simple. Encore une fois, vous vous basez sur la condition d'électroneutralité. La condition d'électroneutralité, elle stipule que la concentration au sein de votre solution, elle est neutre. Donc, si dans votre compartiment là, vous avez trouvé que il y a plus de Cl- que de Na+. Ok, ça veut dire que apparemment, il y aurait plus d'anions que de cations. C'est-à-dire qu'il y a un surplus de charge négative au niveau de vos ions diffusibles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que la macromolécule, forcément, elle va tenter de compenser ce surplus de charge négative en étant chargée positivement. Ok? Donc, en fait, c'est juste vous comparer la concentration de vos cations et de vos anions. Vous trouvez qu'il y a plus d'anions, donc ça veut dire que la macromolécule, forcément, elle doit être chargée positivement. Ok? Voilà, c'est pour compenser le surplus de charge négative, il faut raisonner comme ça. Ok, donc maintenant vous avez trouvé sa charge, et du coup on peut conclure en trouvant la concentration de la macromolécule. Donc pour ça, il faut établir la condition d'électroneutralité du compartiment 2. Donc la condition d'électroneutralité, comme je l'ai dit, c'est la concentration des anions dans le compartiment qui est égale à la concentration des cations. Donc en fait, vous avez Cl-2, il n'y a que les anions, les seuls anions, c'est du fluorure, qui est égal à la concentration en sodium, plus la concentration de la macromolécule, du coup, parce que elle est chargée positivement, on vient de l'établir juste avant. Ce qui est important à comprendre, par contre, c'est que dans ce calcul, il faut que vous pondérez les concentrations de vos solutés par leur valence. Ok, pourquoi? En fait, très logiquement, si vous avez une mole de votre protéine qui, disons, est chargée négativement. En fait, vous comprenez que vous pouvez, pour compenser la charge, pour que la charge elle soit neutre, il faut que vous ayez 2 moles. Ouais, c'est ça, il faut que vous ayez 2 particules qui sont chargées positivement.
et pas une, parce que du coup, elle est chargée négativement 2 fois. Donc en fait, pour compenser la charge, pour faire en sorte que la charge elle soit neutre, il faut que vous ayez 2 fois la même particule pour compenser la charge. C'est clair pour tout le monde? Vous arrivez à comprendre? Tout le monde? Qui ne comprend pas? Je le réexplique. Ok. Si, disons, j'ai du Na2SO4, ok? SO4 de moins, il est chargé 2 fois négativement. Si je veux compenser sa charge, il ne faut pas que je mette qu'un seul Na+, il faut que j'en mette deux. Ok? Donc ce que ça veut dire, c'est que dans le calcul de la charge, si tu veux, qu'exerce ta macromolécule, il faut que d'une part, tu prennes en compte sa concentration, mais aussi sa valence. Ok? C'est bon pour tout le monde? Donc juste, vous retenez que dans le calcul, vous prenez en compte la valence. Donc là, la valence, vous l'avez donnée dans l'énoncé, c'était 7. Donc c'est pour ça, là, je ne le sors pas de mon chapeau, le 7. C'est juste, c'était dans l'énoncé. Donc, en fait, bah là, vous avez fait le plus compliqué une fois que vous avez établi ça, parce que du coup, vous avez Cl-, vous avez Na+, vous avez 7, il vous manque plus qu'à trouver P. Donc P, c'est égal à Cl-, moins Na+, divisé par 7. Et du coup, ça va être 4 moins 2,25 divisé par 7. Ça fait, je crois, 1,75 divisé par 7, et vous trouvez que c'est à peu près égal à 0,25 millimol par litre. OK? Donc vraiment, la structure, c'est ça. Vous commencez équation de Nant, vous calculez votre concentration d'ion manquant, vous trouvez la position de votre macromolécule, vous calculez sa charge en fonction des concentrations en anion et en cation, et vous calculez sa concentration. Ok? C'est toujours la même chose. Donc voilà. Donc ce que vous trouvez, c'est que ça, c'est vrai. Ok? Ça, du coup, je le détermine à partir des résultats qu'on a calculés juste avant dans la démonstration. Donc c'est vrai. Ça, c'est faux. Ok? C'était Na+, on rappelle, c'était je sais plus, c'était combien? 1,75. Je sais plus. Ça fait Bon. 0,25. Ouais, je sais plus. La macromolécule, du coup, c'est donc en compartiment 2. Elle était chargée positivement, donc c'est faux. Et sa concentration, elle est de 0,25 millimoles par litre. Ça, c'était vrai. OK? Ça va. Ça allait vite, c'est ça? Ouais. Bon, je suis vraiment désolé parce qu'on manque de temps, malheureusement. Vous avez vu la biophysique, les premiers cours, c'est hyper dense. Mais honnêtement, non, je ne vais pas celui-là. Attends, je veux juste dire. Je finis juste sur la partie courte. Je finis juste sur la partie courte. J'en ai pour une minute. Ok, juste pour cette partie-là, pour la diffusion du soluté, ok? La seule formule que vous avez à connaître dans tout le chapitre, là où on vous donne, vous savez tout plein de débits et tout, c'est le débit de diffusion du soluté, ok? Juste vous retenez celle-là, c'est celle-là, ok? Donc, le plus important dans ce genre de QCM, c'est déjà de 1, vous connaissez la formule, mais c'est pas grave, vous pouvez la retrouver à partir des unités, mais surtout, il faut que vous exprimiez toutes vos unités bien, ok? Donc, le débit molaire, c'est des moles par seconde. Le coefficient de diffusion du soluté, c'est des mètres carrés par seconde. Généralement, c'est donné comme ça, donc il n'y a pas de souci. DC sur dx, la différence de concentration. Attention, parce que parfois on vous la donne en millimol par litre ou en mol par litre. Il faut que ça soit en mol par mètre cube. Donc il faut que vous fassiez la conversion. L'épaisseur de la membrane dx, ça correspond à l'épaisseur de la membrane dans les QCM. Ok, vous retenez ça. Dx, souvent on vous le donne en micromètres, il faut que vous le convertissez en mètres. Et après, l'aire de la membrane, parfois vous l'avez en millimètres carrés, il faut que vous la transformiez en mètres carrés. Ok? Parce que sinon, si vous appliquez cette formule et que vous ne mettez pas les bonnes unités, vous allez trouver un calcul qui est faux. Donc votre résultat, il va être incorrect. Ok? Donc juste vous retenez ça. Et voilà, après, vous aurez tout sur la librairie, c'est bien détaillé, les calculs et tout. Regardez, c'est super bien détaillé. J'ai pas le temps de le faire, mais voilà. Et merci de votre écoute. Attends. Fais la diapo. Ouais. Ça, c'est moi, je l'ai fait. Voilà. Donc, C'est ce truc-là. désolé pour la séquestration, je vais l'enculer. Donc, juste ça, vous pouvez le faire sur votre chemin, ne le faites pas maintenant, c'est pas de souci, juste scannez-le. En gros, c'est un QCM, un questionnaire de satisfaction, c'est une des QCM, tranquille. Pour la satisfaction, ça vous prend 2 minutes à remplir, c'est un peu drôle. Juste, ça vous aide en fait pour les prochains formats, pour l'année prochaine, pour essayer de s'améliorer. Sachez que c'est un tout nouveau format qu'on a amené là. Dans l'année, ce n'est pas du tout comme ça, et là, on essaie vraiment de s'améliorer. Donc, vraiment, essayez d'y répondre le maximum, ça nous fera un grand plaisir. En tout cas, si vous avez des questions, on est encore là, sûrement 2 heures pour y répondre. Ouais. Et sinon, on vous laisse y aller. Et merci d'avoir été. Merci beaucoup pour votre écoute. Désolé, on a commencé grave en retard. J'espère que quand même, globalement, c'est un peu plus clair à biophysique. Ne vous en faites pas, vous aurez les diapos, vous posez vos questions sur le tutorat, on va vous répondre vraiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est surtout diabolisez pas cette matière. Ok? Peut-être vous avez peur au début quand vous voyez les cours, ils sont un peu géchards. En plus, là, vous avez fait les rayonnements ionisants. Au début, c'est super effrayant. Ne vous en faites pas. Les rayonnements ionisants, la biophysique, retenez ça dans votre tête, c'est là où vous gagnez le plus de points. Et ça, je ne vous mens pas. Ok? L'UE3, c'est la matière, c'est l'UE où j'ai eu les meilleures notes. Ok? Et pourtant, c'est une matière où j'ai passé du temps. Donc voilà, ça va le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bon courage, j'espère que quand même vous n'avez pas traumatisé en allant trop vite. Reprenez, allez-y doucement et vous allez maîtriser au bout d'un moment. Et voilà, je vous aime, bon courage et force. Avec plaisir, au revoir. C'est la deuxième personne. Il va nous demander un truc d'apporter un format. Oui. C'est par rapport au truc pulmonaire et tout.
En fait, ça compte pas trop. C'est pour ça qu'on n'a pas fait une partie.